France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est vendredi, nous sommes le 3 août et c'est comme une impression de dernière aujourd'hui, oui, avant les vacances, ça vaut le repos estival, eh bien nous sommes là évidemment pour vous accueillir et vous allez pouvoir nous appeler aujourd'hui, c'est vous qui allez faire un petit peu le programme de cette émission, nous appelerons, nous donnant un petit peu votre ressenti sur toute cette actualité bien chargée de ces dernières semaines et vous allez pouvoir la commenter, nous donner un petit peu vos sujets qui vous tiennent à cœur, peut-être nous aider aussi à trouver, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, trouver quelques idées de vacances. Et bien qu'il était parti, il est revenu, Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe. Comment ça va? Pour la dernière, arrêtez vos provocations. Je suis jamais parti. Non, mais l'autre fois, vous nous avez dit que c'était la dernière de la saison. Non, mais aujourd'hui, voilà. Pour moi, c'est la dernière. Je viens juste pour vous accompagner et m'asseoir avec vous. Pour moi, j'ai rien à dire parce que pour moi, il n'y a pas eu d'actualité, quitte à vous choquer, vous et plusieurs autres, depuis ma dernière. Ah bon, il n'y a pas eu d'actualité? Non. Ah, il n'y a pas eu une affaire Benalla? Elle était déjà. Et j'avais déjà répondu. Oui, mais il y a eu de nouveaux éléments depuis. Donc, il n'y a pas de nouvelle actualité. Il y a une affaire dans laquelle on a pris la pelote. Et on a dit tous les 3 jours on tire un petit peu. Il y a plein de gens qui vont suivre plus que ça et donc ils vont oublier la Coupe du Monde. On l'avait déjà dit. Ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est oublié. Voilà, donc et donc pour moi, clairement, sincèrement, sans prétention, il n'y a eu aucune actualité depuis cette date-là. Bon, alors on est resté sur la même pelote. Si vous avez d'autres actualités, cher Christophe, que j'ai raté, vous pouvez toujours me les donner. Hein. Ah, un accord problème avec le Hamas et Israël. Ah oui. Ouais. Ça c'est une nouvelle actualité. Oui, il n'y a pas d'accord. Bah écoutez, on va... Non mais ce dossier je le suis tous les jours quand vous avez quel accord. Après les bombardements et la tuerie des gamins qui jouent au foot, quel accord. L'accord a été signé en 2014. Depuis, il y a la police, je le dis crûment, égyptienne, que quand il y a un truc, elle appelle l'un, elle appelle l'autre, il dit bon l'autre il t'a dit j'arrête, bon il n'y a pas d'accord. Un accord conclu, cher Christophe, à dire je te donne, tu me donnes, ou je fais, tu fais. Alors si vous avez des informations sur cet accord, je suis preneur encore une fois. Eh bien, on est très tout à l'heure. Non mais je vous écoute. Crise politique en Tunisie. Bah elle dure depuis plus d'un an. En fait, depuis l'élection, vous avez du retard, cher Christophe. Vous prenez les détails, comme je l'ai dit souvent, pour de la chose. La crise a débuté lorsque le fils du président actuel a fait démissionner le député des Tunisiens et l'étranger qui est en Suisse, qui est en Allemagne, pour le faire nommer secrétaire d'État, de manière à vider la place pour l'occuper lui. Il y a eu un tollé et donc le début de la crise. Il n'a pas pu se présenter et ils ont présenté quelqu'un qui en définitive s'est révélé quelqu'un qui est plus proche de Nahda que de Nida. Donc quelle actualité? On continue. Alors une autre actualité, Donald Trump qui voudrait négocier avec l'Iran. Oui. Ah, c'est une actualité ça. Oui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Algérie, les islamistes tentent de faire annuler les festivals. Alors les islamistes d'une part. Et d'autre part, une espèce de manipulation qui a commencé un peu tôt en Algérie. Effectivement, il faudra qu'on travaille dessus beaucoup à la rentrée, parce que vous avez l'actuel Premier ministre. En fait, on ne sait plus quel est le titre qu'il a, Monsieur Ouyaya, parce qu'il a été Premier ministre. Après, il passe, premier conseiller de président. Là, il redevient Premier ministre, qui fait une déclaration extraordinaire et il dit je ne me présenterai à la présidentielle que si le président Bouteflika ne se présente pas. Et on demande à M. Bouteflika de se présenter. Allez expliquer quelque chose aux auditeurs. Oui, donc il y a des émeutes en Algérie. Il y a eu une émeute le 6 juillet à Bachar. La cause officielle et principale, c'est la coupure d'eau. Ouargla, je crois, non? Hein? Ouargla. Non, Ouargla, non, c'est Bachar, 6 juillet, cher Christophe. Il y a une coupure d'eau et distribution d'appartements. Et la population a considéré que coupure d'eau début juillet, en pleine chaleur, 40 à 50 degrés, et distribution aléatoire des appartements, comme d'habitude pour les copains, ne fait pas l'affaire. Et après Ouargla, l'Oued, et il y a 2 jours, c'est du Abbas, un truc comme ça, soit que des... festivals, on dit pas festivals, soit des festivals de musique ont été annulés à l'avance, soit ils ont été perturbés et arrêtés. Voilà l'actualité algérienne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, tiens, en France, ça, c'est ce qui occupe apparemment les médias depuis 48 heures. C'est Booba et Karis qui vont comparaître en comparution immédiate à 17h. Aujourd'hui? Oui, à 17h. Je leur souhaite un bon séjour en prison. On va voir ce qui... tiens, vous avez des pronostics par rapport à ça? J'ai pas de pronostic, mais j'ai un souhait. Ouais.
À force de vouloir chercher d'avoir les vues sur Facebook et sur Twitter et sur machin, il touche au bien des autres, il perturbe donc la vie des voyageurs et il envoie une image de la France pour tous les touristes qui étaient à Orly, qui n'a rien à voir avec la bataille de deux personnes. Ils n'avaient qu'à se donner rendez-vous, je vais leur trouver un truc, place de la Concorde à minuit, et de se battre jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Ouais. Mais faire ça à l'aéroport, perturber les gens. On va le savoir tout à l'heure, on verra. En tout cas, Ouais. ça va quoi? Ça va être quelques mois, un an? Alors normalement, Qu'est-ce qui risque? En droit français. Parce que là, il y a une nouvelle plainte, celle d'Air France. Oui, non, mais en droit français, c'est plusieurs mois avec sursis. Ouais. Entre à moins de 18 mois, parce que c'est à 18 mois avec sursis, ça tombe pas de leur casier. Donc je pense qu'ils auront un an chacun avec sursis, mais un mois de prison ferme leur ferait du bien. Le temps qu'ils fassent appel. Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y ait une peine d'exemplarité? L'exemplarité ne dépassera pas un mois de prison ferme. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h pour votre LGF. C'est la dernière aujourd'hui avant la pause estivale, donc vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie en nous appelant 01 40 33 9000 pour peut-être venir contredire Tarek Pami qui nous dit qu'il n'y a pas eu d'actualité depuis sa venue, c'est-à-dire depuis 15 jours je crois, hein, c'est ça? Ouais. 15 jours. De nouvelles actualités. Oui, de nouvelles actualités, oui. On a eu des détails dans l'actualité qu'on connaissait, mais de vraies nouvelles, j'en ai pas vu. Bon, 01 40 33 9000, c'est vous qui avez la parole. Si Soufiane Lakhtari nous écoute, Ouais. l'actualité, vous voulez ça? Oui, voilà. Voilà. On partage. Ouais, non, bien sûr. Voilà. C'est normal. La vraie actualité, c'est ce qui est en train de se passer en Syrie, dans le sud sur la frontière avec la Palestine occupée et la Jordanie, avec l'histoire des fameux casques blancs qui ont été rapatriés en Jordanie par l'armée israélienne et dont la presse occidentale ne parle pas. Ça, c'est de l'actualité, mais comme je l'ai dit, c'est de la continuité de l'actualité que nous avions largement développée il y a 15 jours. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, à la une de notamment nos confrères d'RFI, c'est Netanyahou qui annule son déplacement en Colombie. Le Premier ministre préfère rester en Israël alors que la presse évoque des progrès dans les négociations avec le Hamas, le mouvement au pouvoir dans la bande de Gaza, rappelons-le. Pour l'instant, il y a peu de détails, Tarek, connus sur la teneur de cet accord. C'est dimanche prochain, apparemment, que le cabinet de sécurité israélien se réunira dans un bunker souterrain, paraît-il, pour statuer sur les progrès réalisés par l'émissaire de l'ONU pour la paix au Moyen-Orient, Nicolas Ibn Zindov, et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, donc Netanyahou, a annulé son déplacement en Colombie au début de la semaine prochaine. Officiellement, donc, on donne aucun détail sur la teneur de l'accord négocié avec l'aide de l'Égypte sur une trêve qui pourrait être de longue durée, paraît-il, entre Israël et le Hamas. Les médias en Israël et les commentateurs relaient des informations spéculatives, notamment une information provenance du journal libanais Al-Aqba, selon laquelle l'accord prévoit dans un second temps l'ouverture d'un port maritime et d'un aéroport pour la bande de Gaza, mais qui serait localisé dans la péninsule du Sinaï. Auparavant, tous les commentateurs estiment que l'accord devrait permettre la réouverture immédiate des points de passage avec la bande de Gaza et l'arrêt de lancer de cerfs-volants et de ballons incendiaires. Pas de solution encore, délicat problème en tout cas du retour des corps de 2 soldats israéliens en échange de détenus palestiniens. Et en attendant, des responsables militaires israéliens estiment que les manifestations palestiniennes le long de la frontière avec Israël vont reprendre dans les heures qui viennent et peut-être même en ce moment même. Voilà un petit peu sur les informations qui nous ont été rapportées par nos confrères d'RFI, Tarek. Bon, on peut faire un commentaire, mais pas Oui. d'informations, parce que l'information, C'est des spéculations. Ah oui, les spéculations. 3 éléments. Le premier, si on dit on négocie avec le Hamas, ça veut dire que on concentre l'effort avec le côté Gaza et on oublie la Cisjordanie pour faire entériner en douce à Christophe la loi sur l'apartheid officielle d'Israël. Première observation. Deuxième observation, tout ce qui fait que le nombre de Palestiniens assassinés par l'armée israélienne diminue est en soi une bonne chose. La troisième chose, donc la construction d'un port et d'un aéroport serait une très bonne chose, puisque ça a été négocié du temps de Arafat. Je me rappelle même plus l'année, en 80, je sais pas quoi là. C'était d'ailleurs mon premier voyage en Palestine pour la signature des accords de paix. Dernier élément,
que si l'aéroport et le port sont construits sur Gaza, les Palestiniens vont quitter ce que Sarkozy avait appelé déjà la prison à ciel ouvert. prison, vous avez raison, voilà, la prison. Et si c'est dans la péninsule de Sinaï, cela suppose que la frontière avec le Sinaï serait ouverte tous les jours, parce qu'un aéroport ne peut pas fonctionner un jour par semaine, et le port non plus. Donc tout ce qui diminue la souffrance des Palestiniens, pour moi, c'est une bonne chose pour les Palestiniens. Et je reste, moi qui rêve beaucoup, je sais, quelle que soit la durée des souffrances des Palestiniens, les Palestiniens finiront bien un jour par récupérer leur territoire et leur indépendance, parce que la politique israélienne, depuis une bonne vingtaine d'années, autant elle semblait stratégique entre 48 et, disons, les années 80, autant aujourd'hui, elle devient tactique. Elle est là juste pour permettre au Premier ministre en place de rester au pouvoir encore 4 ou 5 ans. Donc c'est pas une politique à très long terme. Mais est-ce qu'il faut entrevoir quand même dans cette info? Et je termine, cher Christophe, avec cette histoire que les Français sont bien restés 132 ans en Algérie, et que les Arabes et les musulmans sont restés 7 siècles, et que, comme l'a dit Hervé de Charat ce matin dans un article lâche, pas très courageux, mais avec une chute normale, et il dit demain, ce sont les Palestiniens de l'étranger qui vont se réunir comme les Juifs il y a quelques siècles pour dire demain Jérusalem, et ils finiront par revenir à Jérusalem. Dans cette info, faut-il y voir, Tarek Mami, le fait qu'Israël était dans une impasse finalement avec la bande de Gaza? Non, mais Israël est une impasse depuis sa création. Non mais d'accord, mais au-delà de ça, je veux dire, avec les problèmes, le conflit qui perdure, la bande de Gaza. Non, mais elle est pas dans une impasse. Ça veut dire qu'elle a l'impression qu'elle a fait taire toute opposition côté Cisjordanie, avec la complicité de Mahmoud Abbas qui interdit les manifestations, les cerfs-volants, tout ce que vous voulez, et que par contre, comme depuis 2006, Abbas a perdu le contrôle de Gaza, tous les jours se révolte, et donc les Israéliens, en tout cas l'armée israélienne et le personnel politique, ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas supporter. Et j'ajoute, cher Christophe, l'élément de base de la crise israélienne aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas Gaza, c'est la question druze. On vous a pas parlé de la question druze. On vous en parlera pas beaucoup dans la presse mondiale. La question druze, c'est qu'en 48, quand les Palestiniens ont été expulsés, et quand d'autres Palestiniens donc sont restés sur place, que ce soit à l'intérieur des frontières de 48, ils sont devenus citoyens israéliens, que ce soit les Palestiniens qui étaient dans ce que ça va devenir la Cisjordanie en 1967 et Gaza, vous avez les druzes, qui sont des musulmans, issu d'une branche du chiisme, et qui a intégré tout de suite ce qu'on pouvait appeler à l'époque, ou ce que les Israéliens appelaient la démocratie israélienne, parce que, contrairement aux Palestiniens musulmans, les Druzes font le service militaire et sont même militaires de carrière. Et donc, je ne sais pas comment le dire sans choquer nos amis qui se sont trouvés dans le piège du harkisme en Algérie, volontairement, les chefs et la majorité de Druzes se sont engagés aux côtés de l'armée israélienne dans l'occupation, dans les meurtres du côté du Golan et contre les Palestiniens. Et dans cette nouvelle loi, sur laquelle nous reviendrons beaucoup, parce que là l'esprit d'été ne permet pas de rentrer dans le détail, dans cette nouvelle loi qui est donc la loi de l'apartheid officielle, la dégradation de la langue arabe, qui est la langue officielle des Druzes, et le fait que les Druzes n'ont pas un statut, donc les Druzes qui sont chiites, dissidents, comme les musulmans et comme les chrétiens palestiniens, n'ont plus de statut dans ce pays. Et donc la vraie crise, cher Christophe, elle est là, et c'est cette crise-là qui va ouvrir une guerre politique, entre guillemets, entre l'extrême droite israélienne et religieuse, notamment leurs deux chefs de file, Naftali, le ministre de l'Éducation, et le fameux ministre, je sais pas si aujourd'hui, si c'est il est à la Défense, aux Affaires étrangères, comme disait Ibrahim Hasmaïn, le gardien de boîte de nuit qui vient du pays de l'Est, j'oublie son nom, tellement il est important pour moi, disent qu'il faut rechanger la loi de nouveau, elle a été adoptée il y a quelques jours, pour trouver un statut spécial pour les Druzes. Or, si on trouve un statut spécial pour le Druze, l'État ne serait pas plus l'État-nation juive. Donc la grande crise, elle est là. Elle n'est pas du côté de Gaza et du Hamas, qui de toute façon n'a jamais lâché le parti. 01 40 33 9000, c'est vous qui faites le menu aujourd'hui. Vous venez avec vos sujets qui vous intéressent, vous interpellent. Vous nous appelez et on réagit avec vous évidemment. Tiens, une question retour dans cette actualité qui n'en est pas une, mon cher.
Tarek pour vous. Oui. Une question qui nous est posée par Sofiane Nagdari, Oui. qui nous dit dans l'affaire Macron-Benalla, la question est bien de quels sont ceux qui auraient lancé un avertissement et pour quelle raison au président Macron. Pour moi, la réponse est simple. Je l'avais dit justement quand il y avait plus d'actualité, cher Christophe. Ceux qui ont aidé à faire élire le président par les médias trouvent à leur sens que le président n'est pas un jeune garçon obéissant et qu'il n'exécute pas le mandat pour lequel ils l'ont fait élire ou ils l'ont aidé à être élu et qu'il faut qu'il lui montre maintenant. Hier, on vous a mis ou on t'a mis dans le fauteuil. Aujourd'hui, tu nous emmerdes. On va faire bouger le fauteuil et on va voir si tu... Ouais, mais ça lui donne un côté héroïque, ça, cette histoire, cette manière de, cette vision. Non, mais c'est pas héroïque. C'est-à-dire que quand tu arrives, cher Christophe, à des postes, Ouais. que à la fois tu mesures le pouvoir que tu détiens et la responsabilité que tu dois assumer. Tu as aussi un travail sur toi-même, sur vous-même, un travail de conscience. C'est-à-dire, c'est comme si nous, on vous mettait à la tête de la radio et on part en vacances et on vous dit dégagez un tel, dégagez un tel, dégagez un tel. Donc vous avez deux genres d'hommes, Christophe. Il y a ceux qui n'en ont rien à cirer des autres et donc exécutent pour rester au pouvoir. Et je précise, comme beaucoup de chefs d'État arabes et comme beaucoup de chefs d'État en Afrique, qui, pour rester au pouvoir, s'en foutent de leur peuple. Et vous avez d'autres qui se posent la question et qui disent, quand même, c'est ma mission, c'est mon peuple, est-ce que je fais ça ou pas? Ils se font des fois zigouiller, hein, et ça arrive. Mais voilà, la situation pour moi, c'est pas faire de Macron un héros que de constater ce qu'il a fait, c'est de constater que manifestement ceux qui l'ont aidé à se faire élire ne sont pas contents, comment on peut dire, du rendement de leur investissement. Il n'y a pas assez de retour sur l'investissement et c'est ça la réponse pour moi. Et je l'ai dit le premier jour avec vous, le vendredi. Donc pour vous, c'est pas une affaire. Non. Pour vous, on en fait trop. Non. C'est des révélations chaque jour, mais c'est pas une affaire. Non. C'est une très grosse affaire. D'accord. Mais moi, et je vous le dis, je sais pas si vous avez pas la mémoire, cher Christophe, pour moi, c'est une grosse affaire et c'est une vraie affaire. Par contre, il y a deux questions que je me pose. Ouais. C'est la question que je pose, c'est le pourquoi. Pourquoi le faire et pourquoi le timing? Bah, je pense qu'on a la réponse là-dessus. Non. Parce qu'on essaie de chercher la vérité, on oui, n'attend pas la détenir. Non, mais la vérité. On a la réponse au vu de ce que l'on a décortiqué. Parce que la vérité, ceux qui ont lancé l'opération la connaissent. Vous et moi et les Français ne la connaissent pas. Ok? D'où la question de notre ami Soufiane. La question, elle peut, en tout cas, je dis pas que c'est la vérité, mais elle peut apparaître comme étant la vérité suivante, c'est que effectivement, vous avez Benalla qui, retour des Bleus, tout est lié, hein, oui. va essayer de prendre le commandement de l'organisation du retour des Bleus. Il le fait d'ailleurs devant un gendarme qui en informe sa hiérarchie. Ils sont informés effectivement d'une volonté du président Macron de créer une police parallèle. Ouais. Au niveau de la sécurité du président, oui. Et la gendarmerie, la police disent trop c'est trop. Maintenant c'est bon, on va faire sortir les dossiers. Mais, tout le monde était au courant. Mais si le président qu'on le fait sortir maintenant pour ne pas qu'il bénéficie justement de ce timing qui précise positif. Que les Bleus reviennent positif pour pas qu'ils remontent dans les sondages. Oui. Le moment a été parfaitement choisi pour le coup. Okay. Donc il y a bien une volonté de s'en prendre à Macron, non pas à Benalla. Benalla, ce n'est qu'une marionnette dans l'histoire. On est d'accord. Moi, ce que je dis dans cette histoire, si le président veut créer une police parallèle pour sa propre défense, ni la gendarmerie, ni l'armée, ni le ministère de l'Intérieur ne peuvent s'opposer. Clairement, personne ne peut s'opposer. Ce que ces gens qui ont le pouvoir craignent, c'est que cette police parallèle monte sans en avoir, comment dire, la réalité juridique, mais une réalité de fait, parce que du temps de M. Mitterrand, il y avait bien une police parallèle qui protégeait sa femme, qui protégeait sa fille, qui le protégeait dans ses soirées privées et dans ses voyages en Égypte. C'était pas la police, j'allais dire, normale, naturelle. Donc, le problème, pour moi, la police est un des éléments. Si vous voulez, puisqu'on parle souvent de Russie dans cette émission, c'est l'affaire de M. Macron, Benalla, X, Y, et c'est une affaire de poupée gigogne, de poupée russe. C'est-à-dire que vous n'avez pas une vérité, vous en avez plusieurs, et comme on a aujourd'hui la grosse poupée, quand on a ouvert la première grosse poupée, on a trouvé une autre. Alors après, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, est-ce qu'on va trouver 5 poupées ou est-ce qu'on va trouver 10? Est-ce qu'on va trouver 20?
Mais sinon, c'est une affaire de poupées gigognes qui s'imbriquent les uns sur les autres, chacun cherchant à tirer des avantages pour lui dans cette affaire. La police, pour dire que c'est pas elle qui a le monopole de la violence, regardez n'importe qui dans ce pays, il est dans la violence et on ne dit rien contre lui, il faut commencer par le dénoncer. La gendarmerie, l'associé numéro 2 de monsieur, de monsieur Benalla, est un gendarme connu. Vincent Kras. Oui, connu et reconnu. Donc ils vont pas. Ouais, enfin, Tarek, pardon, mais il y a quand même des éléments qui sont troublants dans cette histoire. Oui. Notamment si on prend juste le dernier en date, la perquisition de Benalla. Oui. Il a perdu ses clés, Zahmak, j'ai envie de dire. Oui. Aucun commissariat est capable de trouver le matériel nécessaire pour ouvrir la porte. Pour lui laisser le temps de vider ce qu'il a à vider. L'appartement est soi-disant mis sous scellé. Oui. Ils viennent à 6h du matin. Il y a des choses qui ont disparu, notamment des armes. Oui. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des abrutis. Complètement d'accord. On retrouve parallèlement 3 armes non déclarées dans les locaux d'En Marche. Oui. Voilà. Alors dans les locaux d'En Marche, c'est pas Benalla. C'est Vincent Kras et c'est monsieur, comment il s'appelle, le président ou le porte-parole du parti. Ouais. Bon, c'est Vincent Kras. Bon. En tout cas, il a pu faire disparaître, j'allais dire, ces éléments qu'il voulait à tout prix que cette perquisition ne récupère pas. Oui. Ce monsieur, le jour. Alors, il y a un autre élément très important, Tarek. Oui. Quand on est mis en examen dans ce pays, il y a 2 exemples, je crois. Hein, peut-être vous allez en trouver un troisième, qui fait que ces gens ont la parole dans les médias. Nicolas Sarkozy et Alexandre Benalla. Mise en examen, le journal de 20h de TF1. Oui. Le même jour, Benalla récupère une voiture de l'Élysée, alors qu'il est censé être licencié. Bon, je pose la question. L'Élysée répond, c'est une initiative personnelle. Je pense que là, en matière de communication, l'Élysée a commis beaucoup d'erreurs. Oui. Et les médias, évidemment, s'en donnent à cœur joie. Je vous ai dit il y a 15 jours que pour moi, il y a une vraie affaire dans cette affaire. Et M. Macron, président de la République, on est le premier responsable. Il ne m'a pas attendu pour dire qu'il vienne me chercher. Ou si un responsable, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la Constitution de la République française. On parle souvent de l'article 16, mais l'article 16, c'est surtout la guerre, qui fait que le président de la République française est un monarque qui porte le nom de président de la République. Le monarque fait ce qu'il veut. Le roi du Maroc fait ce qu'il veut. Le roi d'Arabie Saoudite, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est des monarques. Le roi d'Espagne, il fait un peu moins ce qu'il veut. Ce qu'il veut, pardon, Tarek, quand il y a 20% des lois qui sont décidées uniquement ici et que le reste c'est en Europe, il fait pas réellement ce qu'il veut quand même. Non, mais il fait ce qu'il veut dans les 10% du territoire de sa responsabilité. Ouais. Ça vous va? Ouais. Il fait 100% dans les 100% qu'il a. Non, il fait 100% dans les 10% qu'il a. Bon, donc moi l'affaire Macron m'intéresse par le fonctionnement de la République, par le timing de la sortie de l'affaire, et par exemple, effectivement, vous avez 2 personnes qui parlent, soit qu'on fait une loi que toute personne mise en examen est interdite de parole, comme l'avait fait le Premier ministre qu'on a oublié, comment il s'appelle, Balladur, pour ses ministres. Toute personne soupçonnée mise en examen est out. Là, on ne le fait pas. Deuxième chose, je ne vois pas pourquoi M. Sarkozy, mis en examen, y va. M. Benalla, mis en examen, y va. Ouais. Et M. Tarek Ramadan, mis en examen, n'y va pas ou que la télévision TF1 ne va pas le faire. Pire, il est en prison, lui. Non, mais je fais de la provoque, Christophe. D'accord, j'ai compris. Mais voilà, en tout cas, peut-être, imaginons que cette affaire... Il y a une vieille adage français qui nous vient donc de l'ancien régime et du royaume, qui dit, selon que vous soyez fort ou faible, vous recevrez la récompense ou le châtiment en conséquence. Les auditeurs ont la parole dans cette émission aujourd'hui plus que jamais, et pour nous aborder le sujet de leur choix. Salim de l'Essonne. Salut Salim. Salut, bonjour à vous deux. Alors je crois que toi tu veux nous emmener en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. En fait, j'ai entendu concernant les élections futures en 2019 là. Ouais. Oui. Il s'avérerait que certaines personnes souhaiteraient que Bouteflika ne se représente pas. Oui, comme il y en a qui voudraient qu'il se représente. Ouais, j'ai entendu les deux. Oui. Il y en a qui voudraient qu'il se représente dans un 5e mandat, Oui. et d'autres qui voudraient qu'il laisse sa place, parce que dans la mesure où lui ses problèmes de santé, c'est son âge avancé. Donc moi personnellement, je suis plutôt de ce côté-là, parce que j'estime que se servir de lui comme ça, c'est pas normal. Donc c'est quand même, il est quand même dans un état où il peut plus parler, c'est plus lui qui fait ses discours, on l'entend plus à la télé. Donc ça pose problème quand même.
Ouais. Bon, bah oui, effectivement, mais de toute façon, la bataille des élections 2019 a d'ores et déjà commencé en Algérie. Pour 2019. Alors effectivement, vous avez des personnalités comme Yahya qui demande un sacrifice à Abdelaziz Bouteflika, un ultime sacrifice. Rappelons quand même que Bouteflika a quand même changé la constitution par 2 fois, à son avantage, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Après, le 5e mandat, je pense que ça serait vraiment le mandat de trop. Mais après, un grand pays comme l'Algérie. Il n'y aurait pas des gens qui souhaiteraient qu'il reste dans la mesure où parce que c'est lui qui a rétabli la paix ou je sais pas. Non, c'est plus simple que ça, à mon avis. Voilà, les gens qui veulent qu'il reste, c'est pour garder leurs acquis. Voilà, et pour pouvoir faire tous les coups tordus en disant c'est pas moi, c'est l'autre. En disant tout tranquille. Parce que bon. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale à la rentrée éventuellement parce que en ayant plus d'éléments. Avec les pour et les pro. Non, sur l'affaire des 700 kilos de cocaïne, c'est quasi sacrée affaire en Algérie. C'est clair. Ah oui. Donc là, si vous voulez, on a beaucoup d'éléments contradictoires. Donc c'est pour ça que pour l'instant. Avec Monsieur Kamel le Boucher, avec plein d'autres trucs. Voilà. Kamel. L'histoire du Boucher, j'ai entendu. Alors, ce que vous avez pas entendu, c'est que le Monsieur le Boucher a payé une Omra. Je sais pas si c'est un ministre ou un député, en tout cas quelqu'un d'important d'Algérie. Et moi, la seule question quand j'ai eu cette dépêche, je dis, est-ce que ce monsieur qui a fait la Omra avec de l'argent volé, pour faire simple, il croit tromper Dieu en faisant la Omra? Après, est-ce que c'est l'argent des contribuables aussi? Non, mais au-delà, à partir du moment où il n'a pas payé de sa poche, et il a été payé par quelqu'un qui est manifestement dans la corruption. Le mec, il va dire à Dieu, j'ai fait ma Umrah ou j'ai fait ma Hajj. Ah mais ça, je peux pas. Personne ne peut. Ouais. En tout cas, voilà, il est sûr et certain qu'on en reparlera parce qu'il y a 2 élections importantes au Maghreb l'année prochaine. Élection présidentielle en Algérie et une élection présidentielle aussi en Tunisie. Présidentielle et législative. Et législative, d'ailleurs, oui, absolument. Okay. Donc ça risque d'être très très intéressant. 2019 va être chargé, politiquement en tout cas au niveau du Maghreb. C'est pour ça qu'il faut partir en vacances pendant quelques jours. Oui. Pour vider la tête, pour revenir avec plein de choses nouvelles. Merci Salim, bonnes vacances. Ouais, salut. À bientôt. 01 40 33 9000, c'est vous qui faites les sujets, vous les abordez, enfin vous nous les proposez. Les sujets de votre choix, ceux qui vous font, qui vous interpellent. On a forcément, en tout cas, des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Il y en a, c'est l'affaire Benalla, d'autres c'est Rof Bouba, d'autres c'est la Syrie. Bref, à chacun évidemment son actualité qu'il souhaite aborder avec nous en direct au 01 40 33 9000. Rappelons d'ailleurs que c'est dans 10 minutes que vont comparaître donc Bouba et Karis, les 2 rappeurs que Tarek Mami a découvert, en tout cas pour l'un d'entre eux. Ah oui, je l'ai dit. Oui. Karis, c'est pas votre style de musique, quoi, c'est ça. Non. Bouba, vous connaissiez Bouba? Je connais par le bruit et pas par la musique. C'est vrai que ça rappelle une phrase, ça, le bruit. Et bon, en 89, le bruit et l'odeur, qui avait prononcé cette phrase? Chichi. Voilà, Chirac. Bon, il paraît qu'il avait un coup de trop ce jour-là. Non, mais vous savez, quand vous êtes en politique et vous êtes entouré des gens qui vous chauffent, vous lâchez une phrase pour leur faire plaisir. Et surtout à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux, ils pensaient que ça restait dans la salle. Et puis de la salle... C'est un grand amateur, je sais pas s'il en boit encore, de bière. Hein? C'était un grand amateur de bière. Ah, vous savez laquelle, cher Christophe? Alors je crois que c'était pas la 8-6, c'était la... Elle était forte en plus, c'est une bière assez forte. Hein. Oui. Mais j'y connais pas trop en bière, donc... la Corona. Là? Corona. Ah, la Corona, ah oui, effectivement, c'est très fort. Et il aimait beaucoup la tête de veau. Corona et un petit citron dedans. Ouais. Jacques Chirac, on n'a plus de nouvelles. Il est âgé, il est malade. Il paraît qu'il passe son temps au Maroc. Oui. Ouais. Des côtés d'Agadir. C'est devenu la résidence secondaire des hommes politiques français qui partent un petit peu... vous savez, des fois, la température, l'ambiance, vous êtes aussi à vivre. Et vous savez, par exemple, que la résidence secondaire de M. Mitterrand, sur les dernières années, pour la fin de l'année, c'était l'Égypte. Ah oui. Ah oui, il avait beaucoup de... L'Égypte. Oui. Et il passait pratiquement, je sais pas combien d'années, mais les dernières années, et d'ailleurs la dernière année de sa présidence, juste avant de mourir, c'était en Égypte. Ah oui. Donc, l'Égypte, c'est vrai que c'est un beau pays. On peut y passer, donc... Oui, c'est un beau pays. Oui. Absolument. Allô, bonjour, qui est là? Oui, c'est Amar du 93. Bonjour Amar du 93. Oui, je parle... Bonjour Tarek. Hein. Bonjour cher monsieur. Tarek, juste c'est juste pour un petit compliment, c'est toutes les analyses quand tu parles, je trouve que tu es toujours dans la justesse. Dans la justesse. C'est toujours dans la justesse dans ce que tu dis. Je vous remercie. Il n'y a jamais trop, jamais pas assez, c'est vraiment bien équilibré dans ce que tu dis. J'aime bien les analyses que tu fais. Honnêtement, je suis vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Je vous remercie. Allez-y. Par contre, je voulais juste parler de tout à l'heure, vous avez parlé de l'affaire
sur ce qui se passe en Algérie, là. Oui. Pour les logements. Oui. Les logements. Oui. Et j'avais vu ça sur des réseaux. Et la ville, elle s'appelle Béchar. J'ai vu pour attraper un petit peu. C'est ce que, non, c'est Béchar, hein. ce que j'ai dit. Il a dit Béchar. Ah, moi, j'ai dit Béchar. J'avais dit Wargla et Non, Tarak a dit Béchar. C'est Béchar. J'ai entendu Bachar. Ah oui, excusez-moi. Ah oui, je suis omnibulé par Bachar, excusez-moi. Et Voilà. là, vous devez C'est avoir Béchar. raison à 100%. Voilà, c'est tout juste pour dire ça. Puis l'affaire Benalla, juste pour en parler, une petite parenthèse. Oui. Il y a un truc qui je sais pas si ça choque tout le monde, mais moi, il y a un truc. Excusez-moi, c'est juste pour faire de la provocation. Béchar, comment on dit en arabe? C'est Béchar. Béchar, d'accord, ok. Voilà. C'est écrit B-E-C-H. A-R, ok. En français. D'accord, Voilà. ok. J'ai été là-bas il y a 6 mois en plus. Hein. Moi, Et puis moi j'ai un excellent ami qui a disparu, dont j'ai perdu la trace pour faire simple. C'est un grand violoniste noir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, c'est vous qui faites le programme aujourd'hui. Tarek Mami est là avec nous. Pour nous accompagner, il écoute. Oui, enfin, vous faites pas qu'écouter. Participez aussi. Oui. Hein. Oui. Bon. C'est très dur quand on est devant un micro d'écouter. Ouais. On a envie de parler. On va donner la parole à notre ami Amar. Amar. Oui, j'en viens c'était l'affaire Benalla. Moi, je suis pas plus intelligent que les autres, mais je me pose une question, mais qui a donné ce pouvoir à cet homme-là? Parce que pour faire ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a fait, il avait un pouvoir, on lui a remis un pouvoir en main propre, quelque part. Il pouvait pas se permettre de donner des ordres à des gendarmes, à des policiers, à des CRS. C'est qu'on lui a remis en main propre un pouvoir. Il se permettait de faire des choses qu'aucun homme ne faisait. Alors, fatalement, le pouvoir, c'était bien. À un moment, il n'y a que Macron. Il n'y a pas plus haut que Macron, je pense. Oui, hein. oui. Alors, ma réponse, mais qui est une réflexion qui accompagne la vôtre, moi, je suis journaliste, notamment présidentiel, parlementaire et tout ça, et donc je voyage avec les présidents. Et en fait, il y a un phénomène extraordinaire. Les gens qui sont autour de présidents, tous les autres personnes, journalistes en politique, on leur donne, j'allais dire, de pouvoir que peut-être ils n'ont pas. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est toujours à côté du président, on fabrique dans nos têtes le titre de président bis. Et donc, quand ce monsieur, en général, les gens qui entouraient les autres présidents, j'allais dire, étaient discrets, ne faisaient pas des choses. Mais dans la tête de beaucoup de gens, quand on voit quelqu'un avec le président venir dire quelque chose, on se pose même pas la question, est-ce que c'est le président qui lui a demandé de faire, ou est-ce que c'est sa propre initiative? Et donc, ça lui attribue à cette personne, donc M. Benalla, un pouvoir extraordinaire qui fait que tout le monde se couche. Et quand tu vas, j'allais dire, avec son badge au ministère de l'Intérieur, on lui avait refusé 2 fois le port d'armes. À partir du moment où il est avec le président, on lui donne le port d'armes. Et c'est ce pouvoir d'attraction et de peur de la présidence, comme avant des rois, qui fait que ce monsieur et d'autres d'ailleurs en fassent trop, quoi. Et le jeune, il a 25 ans. À 25 ans, il croit qu'il a déjà touché le haut du pouvoir de la République. À 40 ans ou à 45 ans ou 60 ans, il s'est peut-être pas comporté comme il l'a fait. Merci Amar. D'accord. Est-ce que je peux dire un petit mot vite fait sur l'Algérie Bouteflika, vite fait? Oui, allez-y. Vite fait, parce que moi, je vais souvent en Algérie 2, 3, 4 fois par an. Oui. Et le problème, c'est que Bouteflika, c'est vrai que tout le monde voudrait bien qu'on le change. C'est normal, il arrive à un âge où il peut plus. Par contre, moi, je parle beaucoup avec mes cousins là-bas de politique. Et là-bas, le problème, c'est que j'étais tellement traumatisé par les événements de 88 jusqu'à 90, 99, 98, c'est que ils disent que Bouteflika a tellement rétabli l'ordre et la paix qu'ils veulent pas le perdre. C'est ça le problème. Est-ce que je peux vous poser la question, non pas à vous, mais à vos cousins, voisins et tout ça? Si par extraordinaire que Dieu lui prolonge sa vie un maximum, demain Dieu venait à prendre Bouteflika, qu'est-ce qu'on fait? Faut changer, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Donc, au lieu de dire on prépare la suite de M. Bouteflika, qui a amené la paix sociale, et donc autant profiter de sa présence encore pour préparer la suite, on dit non, faut pas y toucher parce que c'est lui qui a fait ça. Pour moi, c'est une erreur de raisonnement. Et c'est vrai, cette logique-là, ils l'ont pas dans leur tête. Voilà. Pour eux, non. C'est tout. Ils restent, Bouteflika, ils veulent rester. Oh, voilà. Il faut à un moment donné, faut qu'ils changent. Hein. Voilà, non, mais qu'il reste, mais pour qu'on s'accompagne tous pour faire quelque chose pour préparer la suite. Merci Amar en tout cas pour votre appel, à très bientôt. Et puis un chapeau à ton émission, franchement, tu es, comme je dis, la Coupe du Monde des radios, c'est toi qui devrais l'avoir, honnêtement. Bon, il l'a eu puisque la France a gagné.
France Maghreb, c'est la liberté de tout dire, et ça, c'est top. Hein. D'accord? Dans la limite, de dans la une loi. certaine limite de la loi, voilà. Merci, mais on Ouais, y mais veille. bien sûr, mais on a quand même une certaine liberté qu'il n'y a pas ailleurs. Ouais. Ok? C'est vrai. Salut Amar. Allez. Bonnes Et bonnes vacances. vacances. Belle À été. bientôt. Au revoir. Tiens, une petite information qui va intéresser tout le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on appelle les administrations en France, c'est des numéros surtaxés. 08. Eh bien, apparemment, il sera bientôt possible, enfin, il n'y aura plus de numéros surtaxés pour contacter les administrations françaises. C'est une information qui vient de tomber. Ça serait une bonne chose. Donc, ils peuvent garder le 08 pour des raisons de gestion administrative et technique et informatique, mais sans que le 08 ne soit payant. Oui, D'ailleurs, l'autre jour, avec des copains, pendant la Coupe du Monde, et on se disait, comment TF1 peut donner en cadeau une voiture qui doit coûter 20 000 euros? Comment elle peut faire pour le cyclisme France 2 pour donner le gagnant 25 000 euros, machin? Et on regarde, et en fait, on fait jouer des millions de personnes sur des numéros où ça va jusqu'à 5 euros, Christophe, le décrochage, et puis après les 15 centimes la minute. Et donc, vous dites la voiture, elle coûte 20 millions. S'il y a 10 millions qui jouent des personnes et qui donnent tant, bah, l'opération offre devient une opération bénéfice. Et ça devrait quelque part un jour être interdit. Quand quelqu'un dit je vous donne de l'argent, il faut que la numéro soit 01 pour que la radio ou la télé offre vraiment à ses téléspectateurs cet argent-là. Alors qu'en fait, c'est pire que le loto. 12 millions jouent, un seul gagnant, mais on fait rentrer 100 millions et on distribue 30 et on est toujours bénéficiaire. 01 40 33 9000, c'est vous qui faites le choix évidemment dans les sujets que vous souhaitez aborder avec nous aujourd'hui. 01 40 33 9000. Il y a une polémique en ce moment sur les réseaux sociaux algériens à propos de la Tunisie, Tarek Mami. Beaucoup d'Algériens ont filmé notamment des Algériens qui ont été expulsés des hôtels tunisiens. D'autres Algériens dénoncent le comportement assez dur envers la clientèle algérienne, à tel point d'ailleurs que ça monte en flèche, cette histoire sur les réseaux sociaux algériens. Les Tunisiens ne veulent plus de nous, ils ont les Européens, alors que nous, on a été 2 millions à y aller pendant l'été qui ont suivi les attentats en Tunisie. Si les faits sont avérants, les Algériens ont raison. Si les faits ne sont pas avérés, il faut faire une enquête pour voir. Parce qu'on ne peut pas, au-delà de 2 millions d'Européens ou pas 2 millions, au-delà du fait que quand la Tunisie était dans le fond du puits, effectivement, ce sont les Algériens qui sont venus. Les Tunisiens et les Algériens, pour moi en tout cas, c'est le même peuple. Et cela vaut solidarité dans les deux sens. Quand l'Algérie a fait sa guerre, les Tunisiens et la Tunisie officielle ont été solidaires. Aujourd'hui, hier, l'Algérie a rendu la main pendant la crise du tourisme. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour qu'un Algérien soit discriminé en Tunisie. Il faut qu'il soit traité aujourd'hui comme il a été traité depuis 7 ans. Et si des chefs d'entreprise tunisiennes jouent à l'imbécile, il faut les dénoncer. Et si des Algériens auditeurs de France Maghreb 2 ici en France qui ont cette mauvaise expérience ou qui nous écoutent sur l'application qu'ils peuvent télécharger, y compris en Algérie, l'antenne la réouverte, parce que nous allons pas défendre un régime quel que soit aujourd'hui ce régime, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Pour nous, ce sont les peuples qui priment et les peuples ont raison même quand ils ont tort. 01 40 33 9000. Tiens, Macron part en vacances. Il part au Fort de Briançon comme tous les présidents d'ailleurs. Pendant 15 jours avec Brigitte Macron. Ils vont pouvoir d'ailleurs inaugurer la nouvelle piscine qu'ils se sont fait construire. Et ils le reçoivent à dîner ce soir, le couple Theresa May. Et ils vont parler Brexit ce soir. Ils ont oublié de m'inviter. Oui, non, vous y êtes pas vous. Non. Voilà, donc piscine pour Macron, qui, je pense qu'il a bien besoin de repos pour le coup, parce que là, ce mois de juillet était terrible. Il a été aussi chaud que la météo. Non, faudra lui offrir comment on appelle ça pour les oreilles, comme ça quand il nage, il n'entend pas le bruit de ceux qui disent du mal autour de lui. Il faut qu'il mette des oreillettes et il nage tranquillement. Voilà. Eh bien, on accueille Radia qui est avec nous. Bonjour Radia. Oui, bonjour. Radia. Alors moi, je voulais juste réagir là par rapport à ce que je viens d'entendre là, les Algériens qui s'étaient fait mal recevoir en Tunisie. Oui. Eh bien, moi, j'ai une petite anecdote à vous expliquer, c'est que les Tunisiens, en fait, moi, je suis tunisienne, et moi, j'ai plus de parents. Ça fait un certain nombre d'années dont j'ai pas mis les pieds, donc j'ai décidé d'y aller, et en voyage organisé. Et figurez-vous qu'à l'aéroport, j'étais accompagnée avec d'autres touristes qui étaient forcément européens. Et donc à l'aéroport, j'étais la seule tunisienne parmi ces occidentaux. Et au moment où je sors mon passeport qui était français, je me suis fait quasi, alors je peux pas dire injurier, mais mal parler par le douanier.
Alors pour lui, une Tunisienne parmi les Européens, voilà, qui ne vient pas pour avec accompagnée de ses parents ou autre, eh ben j'étais mal perçue. Vous n'êtes pas la moi, première à le dire. C'est mon sentiment, et j'ai eu même des touristes qui ne comprenaient pas la réaction du douanier, du douanier, et qui s'adressait à moi sans même me regarder. Hein. Et donc voilà, c'était pour dire qu'en fait les Tunisiens ils ont une drôle de façon de fonctionner. Moi, j'ai plus jamais remis les pieds, et c'est pour ça que je voulais vous dire, en fait, hein, les Tunisiens, voilà, quoi. Et puis, je peux vous expliquer autre chose, c'est que mon fils, quand on y est allé, il avait une jambe cassée, puis il est tombé, on voyait bien, hein, moi, j'étais pas une touriste, hein, forcément, hein. Ça n'intéressait personne de venir aider mon fils qui était tombé au sol pour le relever avec un plâtre à la jambe, quoi. Donc, où ça, à l'aéroport, ça, ou dans un hôtel? C'était dans un hôtel, et c'est pour ça que j'étais pas bien accueillie. Moi, j'allais avec mon billet, voilà, qui était prévu pour aller. Il m'avait demandé, ce douanier, la preuve de ma réservation à l'hôtel. Donc ça ne me regardait pas d'abord, ce monsieur-là. Ça ne me regardait pas du tout. Hein. Ah, mais ils aiment pas. Il n'y a pas qu'en Tunisie, hein, ce genre de truc qu'ils aiment pas, en fait, que les étrangers viennent avec le passeport du pays dans lequel ils résident. Ils préfèrent qu'ils viennent avec le passeport du pays tunisien, algérien, marocain. Je sais que c'est le cas aussi en Algérie. Les douaniers, ils aiment pas. Enfin, ils font des petites remarques comme ça. Ouais, que vous venez. Chère madame, ce que je peux vous dire, c'est de l'excès de zèle de ces personnes. Parce qu'ils en consignent du temps de Ben Ali et d'aujourd'hui que ceux qui rentrent, c'est pas leur problème. Quelqu'un qui se présente avec un passeport français, à la limite, il lui demande, et c'est la loi, est-ce qu'il est d'origine tunisienne ou pas, parce qu'il est déjà rentré, il y a une fiche police de contrôle qui suit. Mais la règle, c'est que c'est moi-même, je suis rentré en Tunisie à plusieurs reprises avec mon passeport français, avec mon passeport tunisien, en vacances, on travaille dans une délégation française. Jamais je n'ai eu ce genre de problème. Mais vous avez des gens qui font toujours de l'excès de zèle. Et moi, j'en ai vu même un qui s'est mis à engueuler. Il y avait 3 jeunes, j'allais dire majeurs mineurs, quoi. Ils avaient 17 à 21 ans, et le policier leur parle en arabe. Et les jeunes parlent français, ils savent pas parler tunisien, enfin, on va faire simple. Et il s'est mis donc à monter sur ses chevaux, j'ai été le voir. J'ai dit, monsieur, vous êtes leur père? Leur père, il veut pas qu'il soit musulman, il veut pas qu'il parle arabe. C'est quoi votre problème? Ils ont le passeport ou pas? Il m'a regardé, et il dit, ce mec, parce qu'en Tunisie, malheureusement, c'est comme ça, quand vous intervenez avec force, il dit, ce mec qui il est. S'il fait ça, c'est qu'il sait, c'est qu'il peut, c'est qu'il a le pouvoir. Il s'écrase. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des abus. Il y a des abus, et puis on est très très mal reçus. Hein. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais bon. Je sais pas. Moi, vous partez où en vacances? Radia, vous partez où en vacances là cette année? Mais voilà, moi je pars plus de mon pays, du fait de la situation, et puis c'est différent du fait que voilà, quand on va là-bas, vaut mieux être accompagné, vaut mieux pas aller seul, vaut mieux avoir ses papiers. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Voilà, quoi, faut rentrer dans une case qui leur est. Radia, je vais vous raconter à vous et aux auditeurs une anecdote. Moi, je veux bien, oui. J'ai été au Maroc très très souvent avec le passeport tunisien. Oui. Et puis le jour où j'obtiens mon passeport français, j'y vais pour la première fois. Oui. Et puis je donne mon passeport français et je vois le douanier qui se bat avec l'ordinateur. Moi, je comprends très vite de quoi il s'agit. Oui. Et il appelle 2 collègues, il tapote, machin. Et à un certain moment, il me dit, monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Maroc? Je dis non, évidemment pas, c'est pas la première fois. Et il osait pas me dire avec quel passeport vous étiez venu dans ce pays. Ah, d'accord. Et il tournait autour du pot. Et j'ai laissé faire pendant pratiquement 20 minutes. J'étais en vacances, je voulais voir le système jusqu'au bout. Et à la fin, je dis, tapez dans le côté passeport tunisien, vous allez voir mon nom qui apparaît. Il tape, et là, il a un soulagement. Ah, il me dit, vous savez ce qu'il me dit? Ah, il me dit, maintenant, je vais lier les 2 numéros. Ah. Comme ça, la prochaine fois, c'est pour des raisons de sécurité. J'ai dit, monsieur, je le savais. Si vous aviez posé la question, on n'a rien à cacher. On ne devient pas français pour cacher le fait qu'on a été tunisien, algérien ou marocain. C'est la vie. Oui, mais voilà, ça signifie rien, le fait qu'on ait un passeport. Et il me dit, on va lier les 2 numéros d'entrée. Et donc, la prochaine fois, vous pouvez venir avec le passeport tunisien ou français, c'est pas grave. On tape, il y a les 2 qui sortent.
Et depuis, c'est vrai que j'y vais avec l'un ou l'autre selon les occasions, et ça dure 15 secondes. Et donc, vous avez plus de soucis. Oh bien. Bon, sinon, vous partez ailleurs en vacances? Il y a qu'en Tunisie. Et moi, il m'est arrivé une année aussi où on m'a bloqué. Le douanier a refusé de me laisser monter parce que j'ai présenté un passeport français tout de même. Hein. Ouais. Donc voilà, hein, et j'ai dû batailler parce que moi je me laisse pas faire. Hein. Oui. J'ai dû batailler pour lui dire de toute façon, moi je suis d'une région où le consulat n'est pas tout près, donc je dois m'y rendre et c'est assez loin. J'ai que ça aujourd'hui et je suis rentrée avec ce passeport-là, je ressortirai avec le même. Ah non, mais si vous sortez avec le français. Si vous entrez avec le français, ils ont. Que je ressorte avec le même passeport. Non, mais ils ont l'obligation juridique de vous interdire de sortir avec le tunisien. Ah oui? Ah non, oui, bien sûr. Pour des raisons de sécurité, parce que le carton que vous donnez à l'entrée, il reste de côté jusqu'à ce qu'ils reprennent le carton de sortie. Oui. Et ils ne peuvent pas récupérer un rouge et un vert. Bon. Ben oui, mais c'est ce que je pense que c'est ce qui m'avait c'est ce que je savais moi. De toute façon, on peut pas rentrer avec un passeport et ressortir avec un autre. Voilà. Ça c'est quelque chose que je sais. Donc c'est pour ça que j'avais tenu tête et je lui ai dit que j'en ai bien un. Ouais. Il est périmé et que c'est la raison pour laquelle je ne lui présenterai pas ce passeport-là. Tout à fait. Et voilà. Et non, monsieur m'avait dit vous mettez de côté, vous prendrez pas l'avion aujourd'hui. Ouais, donc voilà. Non, mais je peux vous dire, on passerait les versets des pas mûrs, hein, des histoires comme ça. Moi, ma soeur qui a présenté une carte d'identité française, on lui a jeté au sol, hein, la carte d'identité, la douanière, on lui a jeté au sol. Non, mais c'est de l'excès de zèle. Et je sais pas, de toute façon, je sais pas comment il fonctionne, j'ai pas envie de savoir. Je demande juste qu'à ce qu'il respecte un peu que ce soit papier jaune, vert, je sais pas quoi, ça signifie rien du tout, c'est juste un document administratif, quel que soit ce qu'on présente, et ben on reste quand même ce qu'on est, quoi, bien que voilà, on vous savez, ils font pire que ça. Moi, une fois, j'étais avec ma fille qui avait les 2 passeports, et elle donne au mec, je la vois de loin, mais j'étais loin, elle lui donne les 2 passeports. Le français et le tunisien. Sur le tunisien, il restait 2 jours. Sur le français, il restait 3 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il tamponne le tunisien, et il lui dit, vous pouvez pas sortir sans refaire un autre. Oui, mais moi je vais leur demander quoi. Faut qu'ils donc j'ai été le voir, il m'a dit non, moi les Tunisiens, je dis monsieur, machin truc, et on était obligé pendant les vacances de le refaire à la tunisienne pour faire simple, le passeport en 24 heures pour qu'elle dispose de 2. Et je lui dis, et même j'ai vu un grand chef, il m'a dit si j'avais son nom, on va le chercher, il m'a dit je vais l'ongler. Il m'a dit la personne elle a 2 passeports. Vous tamponnez le passeport valable pour que les gens rentrent et sortent. Merci Radia en tout cas. On dirait qu'il y a aussi une dimension de jalousie cachée. Qui fait de l'excès de zèle parce que nous on est tunisiens mais on vit pas en Tunisie, ils ont l'impression que nous sommes tous des milliardaires et s'ils peuvent nous emmerder pendant le mois de vacances, ça leur fait plaisir. Moi j'y vais plus, puis, merci. Merci Radia en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Bonnes vacances. Voilà, il faut dénoncer, faut pas se taire. Il y a des choses qui sont pas normales. Et ici c'est fait pour. Merci Radia en tout cas. Bon, on a bien compris que vous étiez vacciné par la Tunisie. Visiblement 01 40 33 9000. Vous l'avez compris, c'est vous qui faites les sujets aujourd'hui. C'est une antenne libre totale. Vous nous appelez bien sûr en direct 01 40 33 9000. Je pense à quelqu'un qu'on connaît, Besma Maghrebi, qui a eu quelques problèmes aussi à la douane. Mais tous on en a eu. Voilà, elle a dû sortir sa carte d'avocat pour que tout le monde se calme. Voilà, et c'est comme ça des fois. Moi avec ma carte de presse, dès que j'arrive, je mets ma carte dans le truc, le mec presque il se couche pour vous saluer. C'est stupide, mais c'est comme ça. 01 40 33 9000 pour vos appels en direct. Eh bien c'est maintenant. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour monsieur Bami. Bon, quel est votre prénom? Bonjour cher monsieur. Je suis Samir de Star, donc je voulais vous raconter mon expérience d'Algérien au Maroc récemment. Ah, au Maroc, très bien. On vous écoute là. Oui, donc je suis marié à une Marocaine de Ouarzazate. Ouais. Donc je suis allé avec elle en visite familiale au Maroc avec un passeport français. Ouais. Lorsque je suis arrivé à la douane, le monsieur de la PAF me demande algérien directement alors que j'ai un passeport français. Ouais. Je sais pas comment c'est écrit sur mon front. Donc je lui dis oui, moi tout simplement je lui dis oui, je suis algérien et j'avais rempli ma fiche de police avec toutes mes informations, mon numéro de passeport, etc. et l'endroit où j'allais séjourner. Et en l'occurrence c'est dans un petit village dans la province de Ouarzazate. Donc moi, qu'on me pose des questions, est-ce que je suis algérien, tout ça, jusque là je me dis bon c'est normal qu'ils fouinent un petit peu, c'est leur métier. Mais 2 jours ou 3 jours après le début de mon séjour, je rencontre dans le village, c'est un petit village, je rencontre ce qu'on appelle, je crois, le Mkhaddam ou quelque chose comme ça. C'est genre comme un officier d'état civil, en fait, ou je sais pas c'est quoi
son boulot. Et au lieu de me présenter, il me présente. Il me dit Monsieur Samir, Algérien, numéro de passeport tant, etc. Il savait tout sur moi. Les Marocains sont très ouverts et on m'a fait plein de bisous, on me faisait plein de... Et c'est le mot Alia ou Aoudo comme on dit chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Par contre, le gouvernement, l'État, en fait, ça a été vexant pour moi. Voilà, c'est ma petite anecdote, Monsieur Mami. Merci. Merci. Alors, je vais vous parler d'un autre pays qui est la Libye. Et puis d'autres pays là-bas au Moyen-Orient. Alors, en Libye, quand vous arrivez à l'aéroport, ça se passe très bien. Quand vous arrivez à l'hôtel, on vous demande votre passeport pour remplir le papier. Vous dites, je remplis, dit non, donnez, on s'en occupe. Vous donnez votre passeport, vous dormez, et le lendemain, vous voulez sortir, vous demandez votre passeport pour circuler. Forcément. Alors, on dit non, on vous donne un petit papier à l'entête de l'hôtel. Et on vous dit non, le passeport va rester la première fois 3 jours au commissariat du quartier de l'hôtel. Et après, ça dépend du nombre de jours que vous allez rester. Je devais rester 1 semaine. Et donc, pendant 3 jours, machin, mais je connaissais la musique. Hein. Et au bout de 3 jours, bon, je suis venu, je dis ça fait 3 jours, machin, truc. Et on me dit, allez au commissariat en face. J'étais au commissariat pour récupérer mon passeport. Et le mec, donc, il me donne un passeport. Et il me donne un papier blanc, un formulaire à lire et à signer. Et vous signez dans ce formulaire que vous dépasserez pas style 30 km autour de Tripoli. Mais si vous voulez aller à signer à résidence, quoi. Attendez, mais si vous voulez aller à 700 km, il n'y a pas de problème. Mais vous revenez avec le bout de papier et le passeport et on vous donne un papier à la destination à laquelle vous allez. Ouais, c'était à l'époque. J'aurais l'impression d'être tenu en laisse dans une situation comme celle-là. Voilà. Ouais, et quand vous allez en Arabie Saoudite, au Koweït, dans d'autres pays pour travailler, vous avez ce qu'on appelle un sponsor. Et quand vous rentrez, le sponsor garde votre passeport. Vous travaillez chez lui, il vous paye ou il ne vous paye pas. Et quand vous allez quitter, pour qu'il vous donne votre passeport, il vous donne votre passeport et un papier comme quoi vous lui devez rien. Et si vous n'avez pas ce papier, vous ne pouvez pas quitter le pays. Donc la Tunisie et l'Algérie et le Maroc, ils sont gentils avec nous. Ouais, c'est vrai. Je pense que le Maroc, à côté de ça, c'est de la gnognotte, à mon avis. Merci Samir et bonnes vacances. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté et bonnes vacances à vous. Je vous en prie. Vous partez quelque part? À mon avis, ça va être l'Espagne cette année. Hein. Je pense que le Maroc, je vais le mettre de côté, malheureusement. Comme beaucoup, hein. Quand vous allez jusqu'à l'extrême sud de l'Espagne et vous voyez la lumière le soir du Maroc à 14 km, mais traversez pas la mer. Merci en tout cas Samir et bonnes vacances à vous. 01 40 33 9000 pour nous appeler évidemment, c'est vous qui faites le programme. Donc on est parti sur les anecdotes de voyage, de vacances, c'est normal, c'est le 3 août en même temps. Hein. 01 40 33 9000. C'est la date de naissance du président Bourguiba. Il y a maintenant un siècle, en 1903 il était né, donc 2003, 115 ans. C'est la nuit des étoiles aussi ce soir, sachez-le. Ouais. Il est recommandé d'ailleurs d'aller voir le coucher de soleil du côté de l'Arc du Triomphe ce soir. C'est ce que nous dit les médias. Alors, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, monsieur? C'est Kernif Mohamed. Bonsoir Mohamed, vous nous appelez d'où? De plaît d'où? D'Argenteuil. D'Argenteuil. On vous écoute. Voilà, exactement. Allô? On vous écoute Mohamed, allez-y. Tout à l'heure, j'ai entendu une personne qui a parlé du pouvoir algérien. Oui. Et ça m'a fait vraiment rire. Pourquoi? Dites-moi. Parce que tout simplement, il parlait du président du Bouteflika et du 5e mandat. Ouais. Et soi-disant, il a dit que, enfin, lui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes en Algérie, ou bien en Algérie, dans le système algérien, dans le pouvoir algérien, qui disent que c'est Bouteflika qui a ramené la paix en Algérie. Oui, oui. Par contre, moi, à mon avis, c'est pas lui qui a ramené la paix. C'est qui? Celui qui a ramené la paix, c'est tout simplement les patriotes, c'est tout simplement les gendarmes, c'est tout simplement les policiers, les militaires, qui étaient dans les montagnes, dans les, tu vois, dans les villages isolés. C'est pas lui. Tout simplement, c'est pas lui. C'est la population qui s'est réunie, qui a fait la force de combattre le terrorisme. Ouais. Donc, je comprends pas pourquoi les gens disent n'importe quoi. Pour moi, c'est des bêtises.
Très bien. Merci monsieur en tout cas pour votre avis sur Bouteflika. Pour cet auditeur, c'est pas lui qui a ramené la paix en Algérie. 01 40 33 9000, vos anecdotes évidemment qui se poursuivent, les sujets que vous souhaitez aborder pour la dernière demi-heure du LGF de cette saison. 01 40 33 9000, soyez les bienvenus en direct sur France Maghreb 2, pub et on est de retour. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Tarek Mami qui a été rejoint par Besma Maghrebi, maître Maghrebi. Bonsoir maître. Bonsoir Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Toi qui pensais que je viendrais pas, hein. Ça fait plaisir de te voir. Eh ben ça fait plaisir aussi. Et on parlait des problèmes de douane en Tunisie, ça t'a fait on parle plaisir. des vacances. Oui, voilà. Et le mauvais côté des Je vacances. sais que tu as eu quelques soucis à la frontière, enfin la douane tunisienne. Ah oui, bah alors moi c'est assez marrant. À chaque fois que je pars en vacances, j'ai quasiment des problèmes à la douane à chaque fois, hein. Ah bon? Mais là, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je vous écoutais avec attention, hein, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je présente d'habitude mes deux passeports lorsque j'arrive en Tunisie. Je donne le français et le tunisien. Ouais. Et lorsque je suis arrivée, mon passeport tunisien était déjà périmé. D'accord. Le mien, il était déjà périmé. Et on me tamponne gentiment le passeport périmé. D'accord. Et pas le passeport français. Voilà. Sauf que moi, ignorante, je me suis pas du tout rendu compte qu'il fallait absolument pas qu'il me tamponne le passeport tunisien. Et au moment de sortir, on me dit non mais madame, votre passeport est périmé, vous ne pouvez pas sortir et vous pouvez pas prendre l'avion, c'est pas possible. Parce que pour sortir, je redonne le français et le tunisien. Et là, on me dit mais on vous a tamponné le passeport tunisien, on n'aurait jamais dû vous faire ça. Voilà. Et donc là, je panique et je leur dis non mais attendez, c'est pas possible. Moi, j'ai donné les deux. C'est votre collègue. Pourquoi il a tamponné le tunisien? Enfin, trouvez une solution. Et il me regarde, il me dit, écoutez, il n'y a pas de solution, c'est comme ça, vous partez pas, vous prendrez pas l'avion aujourd'hui, mettez-vous sur le côté, vous nous dérangez. Et là, je lui dis, ah non, mais non, ça va pas se passer comme ça, ça va se passer comme moi, je vous le dis, et vous avez intérêt de me trouver une solution immédiatement, parce que sinon, je vais taper du poing sur la table et je vais pas laisser passer. Ouais. Et là, il me dit, comment ça? Et en fait, j'avais pas encore sorti, parce que c'était une autre fois où j'avais sorti ma carte. Cette fois-là, j'avais, tu sais, sur la feuille de police, on nous demande d'indiquer notre profession. Et donc je lui donne mon passeport et je lui dis écoutez, vous allez m'appeler immédiatement votre responsable. Et là il me dit non mais vous me faites perdre du temps. Et là je commence à m'énerver et je lui dis je veux voir le responsable immédiatement, sinon c'est moi qui passe et je vais trouver une solution pour le voir, mais vous me l'appelez immédiatement. Donc ils ont vu que je commençais un peu, je voulais pas me mettre sur le côté et donc ils appellent le responsable descend. Il me dit oui mais madame, vous nous faites perdre du temps, l'avion il va partir, c'est pas normal. Et là je lui donne mes deux passeports et je lui donne ma feuille de police. Et là il voit de lui-même, en fait j'ai même pas eu besoin de parler, et il a dit il voit la profession avocat et il dit à son collègue, donc les Tunisiens me comprendront, il le regarde, il lui fait ouh shbik hbel thabet bassina اليوم. Ça veut dire? Ça veut dire ah non mais t'es malade, tu veux vraiment nous foutre dans la merde aujourd'hui ou quoi? Et là je le regarde et je rigole et je lui dis bah écoutez, à vous de trouver une solution maintenant. Et donc il fait quoi? Il prend mes deux passeports, il remonte, il me tamponne le passeport français à la date d'entrée. Extraordinaire. Comme ça, il le donne à son collègue et lui dit bon bah écoute, tu lui tamponnes maintenant la sortie et j'ai pu rentrer. Sinon c'était impossible. Il m'a dit vous partez C'est pas. de l'excès de zèle, comme d'habitude. Ah mais c'est ça c'est. Mais ils aiment pas quand on vient avec le passeport français. Et ils jalousent. Voilà. Et ils pensent qu'on est, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est des milliardaires parce qu'on vit à l'extérieur. Non mais c'est ça. Et ils vont nous ramener à leur situation. Et du coup, vous avez vraiment raison lorsque vous disiez tout à l'heure que lorsqu'on met en avant, quand on va crier et parler plus fort, ils vont avoir l'impression que si on le fait, c'est qu'on en a le droit et qu'on a le pouvoir, parce que c'est vrai que les autres se taisent. Exactement. Et voilà, quand on sort après sa carte ou qu'on dit ou qu'on explique qu'on va pas se laisser faire, et ben généralement ça fonctionne. Moi, ça m'arrive souvent avec les chaouches en Tunisie, dans les grandes administrations, les chaouches étant l'agent d'accueil pour aller voir un ministre, un truc comme ça. Il y a toujours le fameux chaouche. On appellerait ici gardien de, je sais pas comment on l'appelle. Le Benalla. Non, pas encore. Il n'avait pas le pouvoir. Commencez pas votre provocation. En tout cas, devant le bureau de chaque ministre en Tunisie comme en France, ici, comment on l'appelle? On l'appelle huissier. Le fameux huissier, machin truc. Et moi, quand j'arrive, je ne veux pas étaler mes titres et tout ça. Bonjour, je suis monsieur Untel, j'ai un rendez-vous avec le ministre. Et en général, le mec, il essaie de tourner autour du pot. Et puis, il me dit, allez vous asseoir là-bas. Ah oui. Et puis moi j'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et je sais que j'ai le rendez-vous à 10h. Donc 10h03, je vais le voir, et je lui dis, j'ai le rendez-vous. Il me dit, oui, je sais. Et je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le ministre. Et comment? Je dis, vous voulez que je l'appelle sur son portable pour lui dire
Et là, tout d'un coup, il me dit, mais pourquoi vous le connaissez? Vous avez des enfants? Et pourquoi? Excusez-moi. Et il rentre, il sort. Panique. Et il panique. Et puis, une fois, j'ai été voir, alors cette fois, c'était super. C'est dur, d'être connu, Ah oui, non, mais malheureusement, Je préfère mon anonymat, moi, personnellement. on vous laisse pas rentrer. Ouais. Même si vous avez un Pas rendez-vous grave. avec le ministre. Je vais pas non, mais rendez-vous avec le c'est, ministre. Et une fois, c'était avec le ministre de la Justice, alors ça, parce que c'est notre métier, l'un ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre. Et donc, les ministres changent. Et chaque fois, j'ai mon rendez-vous, machin truc. Et j'arrive devant l'huissier Chaouch. Et un jour, donc quand j'arrive, il me dit bonjour monsieur, machin. Il me dit mais vous êtes déjà venu? Je dis oui, j'ai déjà vu le ministre, machin. Et puis, donc il me dit je crois que vous êtes même venu, parce que lui il ne change pas. Hein. Oui, bah oui. Et il m'a oui. dit, je crois, mais votre fils. Je lui dis, bon. Et quand on sort, il m'accompagne d'ascenseur, et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit la prochaine fois, si vous voulez voir le nouveau ministre, et que vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous pour l'extérieur, venez me voir, ouais. et moi je vous organise un rendez-vous pour le lendemain. Manière de dire, c'est moi le chef. Voilà, c'est ça. Mais Le c'est toujours ministre comme ça. est C'est ça. Ouda Ah de non, mais Marseille c'est, nous ça appelle. m'étonne pas. Elle a une anecdote aussi à raconter. Bonsoir Ouda. Allez-y. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me permets, je vais un peu refroidir l'ambiance, exactement dans le thème. Oui. Et subhanallah, ça tombe aujourd'hui. Oui. Donc c'est une anecdote qui date du 4 août 2002. Ah ben vous avez Donc, pas oublié la date, vous, hein? Eh ben non, puisque c'était le décès de mon Commencez père. pas les provocations, t'arrêtes. Voilà. On se rendait en vacances et on était en vacances en Algérie, donc on est de l'Ouest algérien. Ouais. Et on se rendait dans une station thermale que tout le monde connaît dans l'Ouest algérien, Hammam Bouhnidia. Oui. Donc à une vingtaine de kilomètres, il a fait un accident malheureusement et il a été percuté et il est mort sur le coup. J'avais 22 ans et je permets de la raconter parce que je sais que c'est dur, mais ça permet de montrer un peu, ça rejoint votre sujet et pour montrer comment on vit, comment nos pays malheureusement fonctionnent. Et donc j'arrive, on nous prévient du décès, donc il fallait rapatrier le corps de wilaya en wilaya et en Algérie, donc il y a des wilayas et pour transporter un mort, il faut un PV de corbillard. Donc j'avais 22 ans, je vais avec mon cousin et ma mère, la Hama aussi, et on va pour récupérer le corps de mon père et on arrive donc à la morgue. On nous dirige de suite vers le juge, donc c'est du côté de Maaskar, je ne sais pas si vous connaissez la région, mais c'est Oui, moi je la connais en tout cas. très chaude en Algérie, donc j'ai vu le thermomètre dans ma voiture monter à 55 degrés. Donc je vous laisse imaginer. Ouais. Donc on m'a fait cavaler en fait de tribunal en tribunal pour ce fameux PV. Donc on m'a à chaque fois me balader. Le juge est en vacances, le juge est là, le juge est... bref, et moi je connaissais pas, avec ma naïveté française, je pensais réellement que ça me fonctionnait normalement, quoi, qu'on allait me faciliter la tâche. Et au final, donc on m'a fait cavaler dans tous les sens pour revenir à l'endroit où il est décédé. Donc le village s'appelle Maoussa, c'est une vingtaine de kilomètres avant la station thermale. Pour me dire oui, on va vous le faire. Finalement, le juge était à Oran, il va vous le faire. Ok, il n'y a pas de souci, il me fait le PV corbillard. Je récupère ce fameux sésame pour récupérer le corps de mon père, pour pouvoir le transporter, pour arriver rapidement avant la nuit, pour pouvoir l'enterrer. Et au final, on arrive donc à la morgue avec ce fameux PV. Donc novice, 22 ans, on s'attend pas à ça, donc on n'est pas préparé. On doit transporter le corps. On nous demande, mon cousin qui est averti, connaît un peu le cas et demande un cercueil en bois, c'est juste pour transporter. On a fait le lavage rituel et tout ça et au final, la secrétaire du médecin légiste qui nous sort maintenant, il n'y a pas de cercueil. Je lui dis, je suis désolée, mais on doit partir, on va du côté de Thierry, ça se trouve à 400 km, c'est de l'autre côté, donc il nous faut à tout prix un cercueil pour le transporter, on peut pas dans le camion le transporter, c'est compliqué. Non, je suis désolée, j'ai dit, mais on en a vu à l'extérieur, il y en a deux, il y avait 2 décès, donc je pense qu'ils étaient préparés sur ces décès-là. Non, donc on part, moi dépité, la fatigue, il est tard. Le bon Dieu a fait bien les choses, alhamdoulilah, on sort. Je suis dépassée, on me dit d'aller au cimetière, qu'éventuellement là-bas ils en laissent pour les décès. Donc on se dirige, on demande de notre chemin à une voiture du cimetière de Maaskar. On me dit pourquoi vous voulez je dis parce que mon père est décédé, je dois transporter le corps de mon père jusqu'à Thierry et on était à la morgue et visiblement il n'y a pas de cercueil, il y en a 2 mais on veut pas nous les donner. Et la personne qui est super humaine, il me dit vous savez à qui vous adressez? Je lui dis pas du tout, monsieur, je suis perdue. Il me dit je suis le garde du corps du maire de la ville. Le maire est dans la voiture. Donc je me dirige vers cette personne et il me dit vous le prenez. Vous allez la voir et vous lui dites telle personne vous laisse prendre ce cercueil.
des fois, ce soir, vous allez jusqu'à le cimetière en prendre un. Je dis, mais monsieur, je vous le ramène, je le mets sur le porte-bagages, je vous le ramène, c'est pas un problème. Il me dit, vous récupérez les cercueils qui sont préparés, ils sont préparés pour les personnes qui sont décédées à la morgue. Vous en prenez un, vous partez, et puis, donc, je reviens avec mon cousin. Je vais voir cette personne, aucune humanité. Elle le sort de la phrase de qui m'a tué, et c'est pour ça que ça rejoint votre sujet. Je lui dis, voilà, nous devons prendre un cercueil, j'ai rencontré telle personne, donc déjà, je voyais que son comportement changeait. Bah oui. Elle me dit, vous savez, ici, on a sorti des morts avec des millions. Il y a pas si longtemps que ça, une personne est décédée de Brésilien m'a payé pour sortir le cadavre. Et là, j'ai glacé. Je suis tombée. Je dis, vous faites quoi là? Elle dit, sur un cadavre. Ouais. J'ai vu ça depuis la douane. Mais là, c'est la morgue, là, les gars. Mon cousin qui monte crescendo, lui, il en faut très peu. Donc, la personne qui a fait le lavage rituel, qui la redescend, qui lui dit, elle a donné le nom du maire, vous risquez votre place. Donc, elle nous, finalement, nous donne ce fameux cercueil. Nous partons, nous arrivons chez nous vers 21h. On a vite enterré mon père avant l'Aïcha. Mais voilà, pour vous dire un peu comment ça fonctionne. En fait, en gros, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Et moi, je voulais la partager avec vous, hein. C'est peut-être, c'est difficile. Mais subhanallah, c'est le 3 août. Demain, ça fera 16 ans. Et encore. Voilà. Merci en tout cas. Merci Ouda de nous avoir raconté. Voilà, tout le monde, prendre conscience, mais malgré tout, malgré cette anecdote, j'aime mon pays, j'aime tous les pays musulmans et j'en suis fière et j'y retournerai. C'est nos origines et nos terres. Et cette année, vous partez où, Ouda? Ils sont mauvais, mais on peut pas changer une personne mauvaise. Ça restera comme ça. Vous partez où cette année, Ouda? Cette année, on va pas très loin, là. On va à Bordeaux. Ah, sympa. Les dunes du Pilat. Ah, alors, on est français ou on n'est pas français? Non, la dune du Pilat, c'est magnifique. Ah, Ouais, c'est absolument. magnifique. Ouais. Mais les dunes, la France est variée et riche. Ouais. On va en profiter. Arcachon. Et voilà, tout simplement. Les quais de Bordeaux, je vous les conseille. Vraiment sympa. Et puis, Arcachon, c'est quelque chose. Moi, je suis de Toulouse à la base, donc je connais très bien, en fait. D'accord. C'est mon enfance. Merci Ouda et bonnes vacances. Allez, alors, ça du côté de l'Aquitaine. Et bel été à tout le monde. Merci à vous. 01 40 33 9000. Voilà, vous avez compris comment ça se passe. Vous nous appelez, vous nous racontez vos petites anecdotes. Tiens, petite question pour vous deux dans notre petit zapping. Est-ce que vous savez ce que veut dire le jour d'après? Le jour d'après? Oui. Ça, on en a beaucoup parlé mercredi. Vous séchez? Non, moi, dans l'histoire de l'humanité, je connais beaucoup de le jour d'après. Non, le jour d'après, c'est quoi le jour d'après? Dans cette semaine? Non, pardon, c'est pas le jour d'après, c'est le jour du dépassement. Ah oui. Le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est quand l'humanité a consommé. Ah oui, elle a consommé tout ce qu'elle devait consommer sur l'année. Jusqu'à la date. Je dis des conneries, personne me reprend. Non, mais... c'est pas qu'on te reprend pas, c'est qu'on n'a pas compris. On vous aime beaucoup, on vous respecte beaucoup, donc on n'ose pas mettre en cause vos phrases construites. Bien sûr. Moi, le jour du dépassement. Écoutez plutôt, quand l'humanité a épuisé ce qu'elle devait épuiser à la fin de l'année. Voilà. Je veux dire, vous savez, cher Christophe, qu'est-ce que c'est le jour du dépassement? C'est exactement le jour où les femmes ont terminé leur année de boulot et allaient commencer en France à travailler gratuitement. C'est ça. Puisqu'elles sont pas payées également. Donc, on a deux dépassements en France. Alors, le jour du dépassement, on n'est pas forcément les moins bons élèves. Pour le coup, vous allez voir qu'il y a un pays qui est vraiment très mauvais élève. L'Arabie Saoudite? Non, du tout. C'est dans ce secteur, mais c'est pas l'Arabie Saoudite. Écoutez. C'est quoi exactement ce jour du dépassement? Eh bien, c'est le jour à partir duquel nous avons épuisé les stocks de ressources naturelles de la planète. En 212 jours, nous avons consommé l'ensemble des ressources en carbone, notamment en nourriture, en eau, en fibres, en terre cultivée et en bois de construction que la planète est capable de régénérer en 365 jours. Alors arrêtons-nous un petit peu sur la France, Alexia. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise élève? Bien, je vais vous répondre en une date. Regardez, le jour du dépassement en France, c'est pas le 1er août, mais le 5 mai. Et si toute l'humanité consommait comme nous, eh bien, il faudrait presque 3 planètes pour subvenir à nos besoins. Nous sommes donc plutôt de mauvais élèves, mais tout comme nos voisins européens. En Allemagne, regardez, cette date est fixée au 1er mai, 3 mai en Suède. On est heureusement encore un peu loin des États-Unis, 14 mai, et 9 février pour le Qatar. Voilà, le Qatar, le plus mauvais élève de la planète. Normal. Voilà. C'est la faute des PSG. C'est la faute des PSG. Ah bah voilà. Bravo. Celle-là, je m'y attendais pas. Vraiment, n'importe quoi. Je suis entièrement
entièrement d'accord avec vous. Vous nous emmenez, cher Christophe, là où il faut pas. Donc, oui. Oui, en tout cas, voilà, c'est très important. Et Nicolas Hulot, que vous avez reconnu, bien sûr, en tant que ministre de l'écologie, toujours en poste. Ah bah, il fallait démissionner ce jour-là. Une nouvelle affaire du côté du commissariat de Créteil. Je sais pas si vous êtes au courant, Besma. Il y a apparemment un homme qui a été en garde à vue et qui est ressorti dans le coma. Écoutez. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, a été ouverte après le malaise d'un homme en garde à vue. Un quadragénaire a fait un accident vasculaire cérébral au commissariat de Créteil la semaine dernière. Il s'était présenté de lui-même après avoir été convoqué, mais le ton est monté et selon une source policière, l'homme était très virulent. Il a fallu plusieurs policiers pour le maîtriser. Il a ensuite fait un malaise et est toujours à l'heure actuelle à l'hôpital. 5 policiers ont de leur côté porté plainte pour violence de la part de cet homme. Voilà. Encore une affaire tragique qui se passe à l'issue d'une garde à vue. Chers citoyens, je vais vous donner un conseil non républicain. Quand vous êtes convoqué dans un commissariat, ne vous rendez pas. Tout simplement, sinon vous risquez soit de sortir dans le coma, soit de subir le sort de Tariq Ramadan. Alors je sais pas où il faut aller. Peut-être faut mieux aller directement chez le juge d'instruction pour dire, monsieur le juge, je préfère rester chez vous qu'au commissariat, mais je sais pas comment ça se passe. Et puis c'est toujours très surprenant de voir que une personne est convoquée et 5 policiers portent plainte. 5 face à une personne. Et alors, ça, c'est fréquent. Hein. Alors, autre chose, vous avez en France 2 choses qui me révoltent. La première, c'est la lettre commandée que vous recevez. Et il n'y a pas le nom d'expéditeur. On dirait un piège. De toute façon, l'effet de la lettre commandée, que le nom apparaisse ou pas, que vous retirez ou pas, est juridiquement le même. Alors pourquoi ne pas rajouter la case de l'expéditeur? La deuxième chose, c'est cette convocation de le commissariat, c'est toujours en bas, affaire vous concernant. Affaire vous concernant. Bon, et donc vous savez même pas si vous allez parce que vous avez pas frappé une dame ou un homme, ou parce que vous avez oublié de payer une amende. Et qu'est-ce qui empêche de dire, parce que les effets juridiques ne changent pas. Ça change absolument. Et surtout que quand ils les appellent pour poser la question, pour leur dire voilà, moi je suis très inquiet, j'aimerais bien savoir pourquoi je suis convoqué. Ah bah vous verrez bien le jour même. Mais moi un petit conseil que je peux donner aux auditeurs, hein, ça s'est vérifié à peu près on va dire à 80% des cas. Si vous êtes convoqué par le commissariat entre 9h et 10h et qu'on ne vous dit pas pourquoi, en règle générale, ça se transforme très très souvent en garde à vue. Donc amenez avec vous vos médicaments et vos ordonnances si vous êtes cardiaque ou diabétique. Bah en général, ils convoquent soit à 9h, soit à 14h. Non, il y a des convocations à 10h, 11h. Moi j'en ai déjà 11h, ça se termine rarement par une garde à vue. Mais 9h ou 10h, généralement ça se termine par une garde à vue. Okay. On lui notifie la garde à vue dès qu'il arrive. D'accord, mais 11h, ça veut dire que le 11h, c'est très rare. Non, mais parce que le policier va aller manger à midi. Ouais, donc 11h généralement, c'est pour une petite audition et que c'est quelque chose de pas très grave. Christophe, la prochaine fois que vous recevez le papier... Non, mais j'ai pas reçu le papier, moi. Non, mais vous téléphonerez pour dire je viendrai à 11h. Oui, je viendrai pas d'ailleurs. Tiens, alors, preuve que le ridicule ne tue pas, et heureusement d'ailleurs, dans l'affaire Bouba Karis, sur les réseaux sociaux et sur Twitter, on s'amuse beaucoup de cette affaire. Écoutez. Le combat est noté sur Twitter. Bouba 9 sur 10, bonne gestion de l'espace, puissant et technique. Karis 8,5 sur 10, meilleur combattant en 1 contre 1, mais une petite course pour fuir baisse la note. Ceux qui ont filmé 0 sur 10. Les internautes se plaignent de la qualité des vidéos amateurs, encore plus mal cadrées que les frappes de Giroud. Mais tout le monde a repéré sur les images le petit malin qui profite de la pagaille dans le duty free pour shipper un flacon de parfum. Et oui, on t'a vu, bonhomme. Un certain Maxime a même cru apercevoir Alexandre Benalla sur les images. C'est évidemment un mirage, comme pour ceux qui annoncent avoir vu les chanteurs Daniel Guichard et Hervé Villard se battre à la gare routière d'Évian. Voilà, on s'amuse beaucoup visiblement de cette affaire Bouba et Karis. Qu'est-ce qu'il risque, Maître Maghrebi, Bouba et Karis, qui comparaissent là en comparution immédiate? Là, tout va dépendre. Est-ce qu'ils ont déjà des antécédents ou pas? Je pense que oui. Oui, pour Bouba, oui. Oui. Donc, quand il y a des antécédents, généralement, je pense avec tout ce qui s'est passé, une peine de prison ferme, avec une obligation d'indemniser les victimes. Ah bah ça. Il y a 3 plaintes de déposées. Aéroport de Paris, le magasin Duty Free, donc qui a estimé à 50 000 € la perte, et Air France aussi qui a déposé plainte puisque à cause de cette bagarre, il y a eu des retards de décollage. Ouais, donc là je pense qu'il y aura une obligation d'indemniser les victimes avec une peine de prison. Maintenant, moi là où je me dis écoute, est-ce qu'on aura un mandat de dépôt de décerné ou pas, tout va dépendre des garanties qui vont être apportées par les avocats et comment ils vont le plaider. Maintenant, autre chose, parce que j'ai beaucoup entendu que je crois que c'était Karis qui invoquait la légitime défense, que
Du coup, il n'a fait que se défendre. Oui. Alors ça, c'est un argument qui peut tenir pénalement, hein, s'il apporte la preuve que les conditions de la légitime défense sont remplies. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas en tout cas qu'on est sous le coup de la légitime défense pénalement qu'on n'est pas responsable civilement et qu'on doit pas indemniser les victimes si on est l'auteur des dégradations. Donc on se fait taper dessus, on se défend, non? Oui, mais après, est-ce que t'es obligé de prendre une bouteille Chanel ou Guerlain pour te défendre, hein, surtout que dans la légitime défense, t'as le principe de proportionnalité. Oui, bon, en tout cas. Donc, quel est celui qui a pris la bouteille en premier à vérifier? En tout cas, on va savoir ça, puisque c'est depuis 17h, visiblement, la garde à vue a pris fin vers midi. Oui, puis ils ont été déférés pour déférés pour la comparution immédiate. Et donc s'ils sont condamnés à de la prison ferme, imaginons, si c'est 1 mois, 2 mois, ils y vont tout de suite ou ils peuvent ne pas la faire cette peine? Tout dépend du président. Est-ce qu'il va décerner un mandat de dépôt ou pas? Parce que s'il délivre un mandat de dépôt, ça signifie que tout de suite ils sont obligés d'exécuter leur peine. D'accord. Et ils vont partir ils partent soit à Fleury, soit à Fresnes, soit on sait pas. Pas à la même prison quand même. Non, ils seront pas dans la même prison. Ah oui. Non, tu veux que ça dégénère là-bas aussi? Non, ça sera pas la même prison, mais et puis ils peuvent très bien décerner un mandat de dépôt pour l'un et pas pour l'autre. Exact. Tout dépend vraiment des casiers judiciaires et des antécédents et des garanties qui sont apportées. Ça veut dire que le juge aurait tranché sur la responsabilité. Oui, de toute façon, s'il prend une décision, c'est qu'il tranche sur la responsabilité. Mais non, le fait de décerner un mandat de dépôt ou pas ne signifiera pas que l'un est plus responsable que l'autre. Ça signifie que si t'en as un qui a pas de casier judiciaire avec un autre qui a un casier judiciaire qui est lourd avec déjà des peines de prison, celui-là a plus de chances d'avoir un mandat de dépôt décerné que celui qui a ce qu'on appelle un primo-délinquant. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Mais en clair, ça paraît quand même assez minime pour ces gens-là qui sont milliardaires. Enfin, Booba, je veux dire, il a une villa à Miami, il a des grosses voitures de luxe, machin. Pour lui, même dépenser 50 000 ou 100 000 euros, c'est rien. Donc finalement, qu'est-ce que ça renvoie comme message, encore une fois? S'il y a de la prison ferme avec mandat de dépôt, Christophe, vous pouvez avoir toutes les villas du monde, toutes les voitures du monde, vous allez passer votre mois de prison, et là le message il est fort. C'est pas une première pour lui, je veux dire, voilà. Abdelrahman est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonsoir Abdelrahman. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Maître, bonsoir Tarek. Bonsoir. Donc, pour revenir sur les élections présidentielles 2019 en Algérie. Oui, d'accord. Je trouve que c'est scandaleux que le Premier ministre Ouyahia et le secrétaire général du FNL, M. Jamal Ould Abbas, appellent au 5e mandat. Franchement, c'est scandaleux. C'est un président qui a violé la Constitution 2 fois. Aujourd'hui, il est très gravement malade, il n'est pas apte à gouverner. En plus, le Premier ministre, c'est pas le rôle du Premier ministre d'appeler au 5e mandat, et c'est pas le rôle aussi du secrétaire général du FLN. Et franchement, c'est scandaleux que l'opposition ne fait rien du tout par rapport à tout ça. Moi, je trouve que c'est scandaleux, et j'appelle à tous les Algériens et à tous les partis politiques de s'opposer au 5e mandat parce que c'est catastrophique. M. Bouteflika, depuis 1999, il n'a rien ramené à l'Algérie. Je tiens quand même à vous rappeler que depuis 1999, on dépend des hydrocarbures. Aujourd'hui, l'économie algérienne, elle dépend des hydrocarbures. 20 ans après, on dépend toujours de la même source économique. Donc, qu'est-ce qu'il a ramené, ce monsieur? C'est très très grave, en tout cas, ce qui se passe en Algérie. Merci Abdelrahman pour votre point de vue, votre avis donc sur ce fameux 5e mandat dont on parle, mais qui, en toute vraisemblance, Tarek Mami, je pense, n'aura pas lieu. 2 éléments. 1, on en parlera en septembre. Là, on est dans l'air léger. 2, c'est le rôle du secrétaire général d'un parti d'appeler à ce que son chef se présente à l'élection, même si c'est au bout de 50 ans. Donc, le FLN, c'est son droit et c'est même son devoir. Bon, donc ça, et par contre, pour le Premier ministre Ouyahia, qui lui, le chef est de l'autre parti, et lui, il a deux discours. Il dit, je ne me présenterai pas si le président se présente. Ce qui veut dire, il faut demander au président de ne pas se présenter pour que je puisse me présenter. Mais bon, on va rester dans la légèreté aujourd'hui et on en reviendra en septembre. Non, on va pas rester dans la légèreté 2 secondes parce que je profite de la présence, c'est tellement rare, de Maître Maghrebi qui nous fait l'honneur de venir. Elle est venue 4 fois chez vous. Oui. Mais là, je suis venu en mode léger, j'ai pas pris mon ordi. Voilà. Non, elle est venue pour la dernière, ça me touche, Besma, sache-le. Besma, l'affaire Tarek Ramadan, un énième refus de remise en liberté, c'était le 30 juillet dernier. Dans cette affaire, alors que on a appris. Là, c'est l'avocate. Enda Yari, absolument. Maître Maghrebi. Enda Yari, visiblement, l'avocat dit il n'y a plus d'affaire parce que cette fille ne sait plus la date, ou alors elle invoque une date, c'est le jour du mariage de son frère. Enfin, elle sait plus quand elle s'est fait violer ni où. Donc pour lui, il n'y a plus d'affaire Enda Yari. Il reste encore 2
plaignantes, une seule. Deux, il y a Christelle et une troisième. Il y a trois femmes qui ont porté plainte. La troisième, cher Christophe, Monsieur Ramadan n'a pas été mis en examen dans cette affaire, donc témoin assisté, donc vous pouvez l'enlever. Donc il reste une. Oui. Pourquoi le juge maintient encore Tariq Ramadan? Voilà. Est-ce que je peux préciser juste que si tout le monde la connaît sous le nom de Christelle, ouais, elle s'appelle Aline. Elle s'appelle Aline Paul Emma. Vous tapez ce prénom et vous trouvez qu'elle a été candidate pour l'extrême droite à 2 reprises avec le parti de Monsieur Dupont-Aignan. Ouais. Et vous pouvez Debout la France, Debout la France et Debout la République. Excusez-moi, maître. Non, il n'y a pas de souci. Moi, tu te souviens, on en avait déjà parlé. Moi, j'étais partie du principe que si il avait été placé en détention provisoire, c'est qu'il y avait des éléments qui laissaient supposer que la détention était nécessaire. Mais moi, je partais du principe que passer le délai de 3 voire 4 mois, ça devenait, pour moi, ça commençait à devenir problématique, parce que passer normalement en 3-4 mois, surtout que la détention provisoire est censée être provisoire. Et que avec un maximum d'1 an renouvelable. C'est 1 an. Dans le principe, c'est 1 an renouvelable, mais il faut quand même qu'il y ait des éléments qui soient suffisamment lourds pour pouvoir laisser la personne en détention provisoire 1 an. Et très souvent, les personnes qui restent en détention provisoire 1 an, c'est celles qui vont par la suite découler sur une condamnation avec on a vraiment des éléments plausibles. Là, quand on voit que toutes les cartes sont en train de tomber une à une, le laisser en détention provisoire. Moi, je m'interroge. Ouais. Vous êtes avocate, mais moi j'ai un pronostic. Pour moi, il sortira fin novembre, parce que il va y avoir un appel le 8 ou le 9 août. Oui. Avec un juge intérimaire. Qui d'abord va dire je connais pas le dossier, donc j'ai là ce machin, donc j'ai besoin de procédure. 2, il a été choisi par le parquet. 3, il est connu pour être très répressif. Donc le 9 août, pour moi, il y aura pas de. Non, mais c'est. Deuxième chose, donc Madame Aline a refusé sous prétexte et motif maladie, et il va y avoir une nouvelle confrontation le 17 septembre. À mon sens, cette confrontation, les 3 juges d'abord et les juges de la liberté vont dire non. Et c'est là où ça va se jouer. Parce que là, on va à la cour d'appel, et qui là va avoir lieu en gros 1 mois et demi après. Et là, la cour d'appel, elle aura épuisé. Et autant les juges ne peuvent pas, parce qu'ils sont rentrés dans un jeu politique, autant la cour d'appel composée autrement. Comment dire, les arguments de Madame Ayari étant tombés, même si le fait qu'une dame ne se rappelle pas de la date du lieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ça, je veux dire, sur le plan de droit. Et surtout, il y a une enquête dont nous parlerons à la rentrée, qui a été faite par des journalistes hollandais qui ont visionné la totalité de la vidéo de Monsieur Ramadan à Lyon, le jour où Madame Aline est censée avoir été agressée, et ont reconstitué sa présence physique. À la conférence. À la conférence. Alors qu'elle dit qu'elle était séquestrée à l'hôtel, puisqu'il aurait mis ses affaires assez haut, et qu'il a été faire la conférence et revenir pour la revioler en quelque sorte. Excusez-moi, chers auditeurs. Donc, pour moi, fin novembre, il est dehors. L'argumentation juridique est tombée. Reste l'argumentation politique. Je l'expliquerai. C'est que là, en fait, au niveau de la détention provisoire, après, moi, j'ai pas exactement sur quoi se sont basés les juges pour le placer en détention. 3 éléments de droit. Ça va être, c'est les conditions de la détention. Aujourd'hui. Et là, je pense que le seul sur lequel ils vont pouvoir plus ou moins s'accrocher, et encore, parce que vu son état de santé, c'est le risque de fuite. Et encore. Voilà. Alors les 3. Les autres ont été épuisés. Les 3 jusque-là. 1, c'est le risque de fuite. Le risque de fuite, la pression sur les témoins. Donc là, ils peuvent se baser sur celui-là jusqu'en septembre. Voilà. Dire que il va y avoir la confrontation, il ne faut pas qu'il y ait des pressions et que. Voilà. Et alors, et le troisième, c'est le fait qu'il pouvoir détourner des preuves, de risque de détourner des preuves, mais c'est ou de nuire à l'enquête. Le fait qu'il détiendrait 3 passeports pour les fuites, alors qu'il n'en a qu'un. Et les Suisses ont démontré. Non, mais c'est surtout que il est venu de sa propre volonté. Il est venu seul, et que, en règle générale, et ça pour le pratiquer régulièrement, lorsque le client vit à l'étranger et qui reçoit une convocation et qui se présente seul à l'audience, le seul à la convocation du juge d'instruction, il prouve sa bonne foi, et ça lui permet justement d'éviter la détention provisoire et de partir. Et moi et ça c'est quelque chose que j'ai vu vraiment très souvent. Le juge d'instruction le dit
vous êtes venu par vos propres moyens, vous m'avez prouvé que vous êtes de bonne foi, je vais encore vous convoquer à nouveau. Si vous manquez à une seule de ces convocations, je ne me gênerai pas pour venir vous chercher, même si vous êtes en Suisse et vous placez en détention provisoire. Et ça arrive très souvent. Donc là, par rapport à moi, c'est ce qui m'a le plus perturbé dans cette histoire, c'est que sur Paris, tant qu'on se présente aux convocations, on est libre. Et dès qu'on manque à une de ces convocations, on est placé en détention provisoire, et même si on habite en Suisse. Parce que j'en ai eu des clients suisses, et même quand ils sont en Suisse et qu'ils viennent, ils sont pas en détention. Pub, ou sinon je rappellerai tout à l'heure mon seul papier sur Tariq Ramadan, c'est terminé par la phrase: les Juifs ont eu l'affaire Dreyfus, les musulmans sont en train d'avoir l'affaire Tariq Ramadan. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio pour les quelques minutes qu'il nous reste sur France Maghreb 2 pour le LGF avant de partir en vacances avec Tarek Mami et donc Besma Maghrebi qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, qui est déjà en vacances. Hein. T'es en vacances, hein, Besma? Ah oui, oui, je suis déjà en vacances. Bon, c'est bien. Elle est venue donc nous rendre une petite visite. Tu pars en vacances d'ailleurs? Tarek Mami, vous partez en vacances vous? Oui. Oui. Vous êtes toute l'année en vacances, vous, de toute façon. Oui. Hein? Oui. Vous voyagez partout, vous êtes toute l'année en vacances. Ah ben, je vais faire un super papier sur Oman, un pays pour lequel je suis tombé amoureux, où j'ai passé une dizaine de jours. Et je vous expliquerai pourquoi il faut aller voir Oman, dans cette région du monde, un pays qui contraste avec tout ce que vous avez toujours entendu parler de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar et tout ce que vous voulez. C'est un continent dans le continent. Méziane est avec nous, salut Méziane. Il est parti. 01 40 33 9000. Mohamed peut-être. Allô, bonjour. Mohamed. Allô. Oui, Mohamed, tu nous appelles d'où? J'appelle du Havre. Du Havre. Très bien. Comment ça va, Mohamed? Ouais, ça va bien, tranquille, on est là. Bon, la mer est calme. La mer est calme, mais en plus il fait bon là-bas au Havre. Hein. Exactement, là il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Enfin, pour vous, chaud, c'est 24 degrés au Havre, c'est ça? Non, là il faisait 33 tout à l'heure. Ah, oula. Ah oui. C'est vraiment que le climat va mal alors. Hein. C'est ça. On t'écoute, Mohamed. Qu'est-ce qui se passe? Une petite anecdote par rapport à ce que vous réagissiez tout à l'heure par rapport à l'Algérie, Maroc, Tunisie. Ouais. Et en fait, moi je suis sorti de prison il y a pas longtemps. Oui. Et je devais pas quitter le territoire pendant 2 mois. Ouais. Et je suis parti au mois de mai. J'ai fait les papiers qu'il fallait faire et tout, les autorisations, on m'a dit que c'était bon. Pour le car organisé, enfin, j'ai pris un car quand ça m'avait payé plus cher. On passe la frontière espagnole, on arrive et tout. Arrivé au Maroc, contrôle et tout, ils vérifient. Ils appellent l'ambassade de France et tout, ils vérifient, ils disent écoutez, monsieur Intel, vous pouvez pas rentrer sur le territoire marocain parce que vous faites une fiche comme quoi vous avez été en prison en France, donc on peut pas vous laisser rentrer sur le territoire. Ils m'ont laissé sur le territoire espagnol et je suis reparti de mes propres moyens. Ah oui. Effectivement. Bon, ils sont dans leur droit ou pas, Besma? En fait, je comprends pas très bien parce que vous aviez une interdiction de quitter le territoire français. Ouais, pendant 2 mois, je suis sorti au mois de. Et du coup, vous êtes sorti passer le délai? Oui, j'avais dépassé le délai, ouais. D'accord. Bah donc Après non. le délai. Après le délai. Après le délai, oui. Ah bah oui, donc non, c'est pas normal. Après, faut voir au niveau des autorités marocaines pourquoi ils vous ont pas. C'est pas parce que vous avez eu une condamnation que vous avez exécutée que vous avez plus le droit de rentrer sur le territoire marocain. C'est ce que je leur ai dit, mais ils m'ont dit oui. Peut-être que nous, au niveau de nos ordinateurs, nos fiches sont pas à jour. Ils les ont pas mis à jour. Ouais. Voilà. Ah oui. Parce que ça prend du temps. Donc vous avez dû retourner par vos propres moyens en Espagne, pas en France, quoi. Donc, du coup, je suis resté en Espagne. Je me suis dit, je vais passer les vacances en Espagne. Bon, c'est pas mal, hein, finalement. Voilà. Bah, en même temps, c'est compliqué j'ai l'impression que c'est compliqué de rentrer au Maroc, hein. Parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes au Maroc, hein. Ah bon? Je suis partie 2 fois au Maroc et comme je m'appelle Maghrebi et que ça veut dire le Marocain en arabe, et quand j'arrive au Maroc, on me demande ma carte nationale. Et je leur dis, mais je suis désolée, j'ai pas de carte nationale, je suis pas marocaine. On me dit, non, votre carte nationale, sinon vous passez pas. Et donc, je leur dis, mais je vous jure, et les 2 fois où j'ai été au Maroc, les 2 fois, on m'a bloqué à la douane en me disant, non, votre carte nationale. Et c'est uniquement lorsque je commence à parler en tunisien qu'on me dit, ah oui, en effet, vous êtes tunisienne, vous êtes pas marocaine. Merci à toi, Mohamed. En tout cas, bonnes vacances du côté du Havre. Non, du côté d'Espagne. Ouais, à bientôt. Non, il en revient. Et ben voilà, c'est terminé pour cette saison. On sera de retour nous le 27 août. Sur France Maghreb 2 si tout va bien pour une nouvelle saison du LGF avec des petites nouveautés, plein de petits changements évidemment comme on le veut la tradition quand on commence une nouvelle saison radio, c'est toujours avec des petites choses nouvelles et de nouvelles ambitions qui je l'espère en tout cas seront efficaces pour la saison prochaine. Tarek Mami, bonnes vacances. Merci. Reposez-vous bien. Oui. On va tâcher. Non, si, alors le conseil que je veux me donner et donner à tout le monde, essayez d'oublier autant que maximum vos téléphones, vos portables, vos plaquettes. Maintenant, comment on va suivre l'affaire Benalla? Vous êtes marrant, vous. Ah bah justement, moi Benalla je connais pas. Ouais. Benalla je connais.
Bon, donc le conseil que je donne à tout le monde, c'est que donnez-vous des horaires de vacances. Disons, dites tous les soirs à 21h, je me fais 1 heure pour voir ce qui s'est passé. Mais ne vous bouffez pas la tête à 7h, à 10h, à 11h sur la plage, à regarder des alertes. Alors, on a un papier qui tourne entre nous sur la radio. Tout le monde l'a reçu. C'est une vidéo. Vous pouvez d'abord changer les alertes pour ne plus les recevoir. Vous pouvez les couper. Et vous pouvez changer la couleur de vos alertes. Vous les passez en gris. Et quand ils passent devant vos yeux, comme c'est gris, ça n'attire pas l'attention. Alors que remarquez que vos alertes sont en rouge, bleu, verte, alerte. Donc vous coupez les alertes et vous pouvez passer les 3 semaines tranquillement jusqu'au 27 août pour Christophe. Le 5 septembre plutôt pour moi. Merci monsieur. Ah oui, on s'accorde des vacances supplémentaires. C'est beau d'être patron dans ce pays quand même. Oui, c'est pour ça qu'on a voté Macron, Christophe. Ouais, voilà, exactement. Vous avez toujours pas compris pourquoi on a voté Macron? Si, il y a longtemps que j'ai compris. Je prends une minute. L'ultralibéralisme. Oui, je prends une minute pour poser une question à Maître Maghrebi sur 2 choses, Maître Maghrebi. La première, est-ce que la fameuse RSI, pas RSI, on lui a coupé la tête ou pas encore? C'est en cours. Bon. C'est en cours. Et la deuxième, est-ce que c'est la modification de la loi sur le prud'homme et le maximum d'années et de mois est une aubaine pour vous sur le plan juridique, pas économique, en termes de procès ou pas? Alors moi, en tout cas dans ma pratique, c'est une aubaine en ce qui concerne les transactions et négociations. D'accord. C'est-à-dire que sur l'avant-procès, ça me sert. D'accord. Ça me sert pas mal. Voilà. Après, au niveau des audiences, j'ai pas encore assez de retours pour savoir si c'est parce qu'ils sont pas obligés de suivre. Comme moi, je fais beaucoup d'harcèlement et discrimination. Le maximum s'applique pas au harcèlement et à la discrimination. D'accord. Ça s'applique vraiment sur les licenciements où ils prévoient entre 3 et 6 mois maximum de salaire. D'accord. Ça me sert beaucoup pour les transactions. Christophe, vous voyez que Macron peut servir à quelques-uns d'entre nous ici? Mais vous avez convaincu que vous-même, cher Tarek. Vous avez convaincu que vous-même. C'est déjà l'essentiel, remarquez. Non mais, quand vous dites c'est bientôt fait pour les trucs de RSI, moi je vous dis, il va falloir attendre, être patiente un peu plus longtemps, Besma, tu vas voir. Pour l'instant, en tout cas, Y compris pour l'Organisation de l'Islam de France, moi je préconise que ça va pas se faire en fin 2019, vous allez voir. Ça, on aura beaucoup de sujets à aborder. Parce que vous faites vos à la pronostics, rentrée. je fais les miens aussi, donc voilà. À la rentrée, ça va être chargé, à mon avis. Je pense que ça va être chargé, oui. Oui, très chargé. Bon, alors qu'il se repose en tout cas. Voilà. Le président est comme tous les comment il les a appelés d'ailleurs, les riens ou les vaut rien, je sais plus quoi. Ceux qui ne veulent rien. Ceux qui veulent rien, voilà. Opposez-vous tous. Ils ont fait hier leur dernier conseil de ministres. Ce matin, cher monsieur. On est quoi? On est vendredi. Oui, on est décalé, oui, tout à fait. Et donc là, il va y avoir 3 semaines sans conseil de ministre. Ce qui fait que la presse va aller chercher Benalla partout. Et moi, j'ai dit que c'est lui qui trouvera où est-ce qu'il va passer ses vacances. J'ai un scoop, mais je le dirai pas. Non, avec qui? C'est pas marrant, ça. Non, avec qui et où, je vous le dirai pas. Ah oui? Je veux pas alimenter. Il nous le dira hors antenne. Alors, et vous le répéterez que le 27, donc c'est trop tard. Alors, moi, ce que je veux souhaiter, c'est vraiment un bel été pour toutes les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2. J'espère qu'ils peuvent se reposer. Et en plus, nous, on a 2 occasions, j'allais dire, pendant ce mois d'août. À la fois l'occasion du repos, de la plage, du voyage, et à la fois l'Aïd. Nous avons tous dans les familles. Il va être bizarre cette année, Tout le monde va être en vacances en Espagne. Oui, mais on a tous dans la famille élargie, quelqu'un qui va aller au pèlerinage, et tout ça. Et on va tous passer plus ou moins par la case mouton, entre ceux qui achètent, ceux qui égorgent, et beaucoup qui de plus en plus donne le coût du montant aux organisations humanitaires, style Mr. Hunt, avec laquelle on va vous faire écouter plusieurs émissions sur la chose. Et je souhaite que chacun puisse se donner ces 15 jours, même ceux qui n'ont pas les moyens, pour bien réfléchir, de manière à ce qu'en revenant au mois de septembre, l'année prochaine, comme dit l'autre, elle sera hard. Besma, bonnes vacances, tu pars? Merci, oui, je pense que je vais partir. Pas au Maroc, mais je vais partir. Ni en Tunisie, Ni en Tunisie. D'accord. Et ni en Algérie non plus, Non. Donc le Maghreb cette année, on va l'oublier. Non, cette année, ce sera pas le Maghreb, mais bon, la France est belle. Ah bon? Non, on peut t'emmener en Espagne. Les bagages sont remplis. L'Espagne, il y a de la place. C'est bien. La France, c'est super. La France, c'est mieux. Moi j'aime la France, je suis française. La France, il y a 3 endroits pour ceux qui connaissent pas. C'est super cher, la France. Il y a Marseille. Il y a le côté Marseille. Marseille. Franchement, j'ai jamais compris d'aller passer ses vacances à Marseille. Franchement, pour les vacances, Marseille, c'est super. Marseille, c'est génial. Vous avez le côté Nice qui va avec. Vous avez Nancy, que les gens ne connaissent pas beaucoup, avec une verdure. Non, mais Tarek, arrêtez, allez passer vos vacances à Nancy. Même vous le faites pas, arrêtez. Moi, je l'ai fait. Arrêtez. Je l'ai fait. Oui, mais vous n'emmenez pas votre famille à Nancy, arrêtez. Si. Pourquoi Nancy? C'est pas la ville de Nancy. Ouais. C'est la région
où la verdure est partout, et les petits lacs et l'eau c'est partout. Ça permet de se reposer. Et ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez une activité que les avocats faisaient beaucoup avant, surtout les hommes, c'est grimper à la montagne. Ah oui, alors là Ça je vous descend. suis. Ah, voilà. Et même aller faire du ski en été, vous savez que c'est possible maintenant Voilà. aux Deux Alpes. Donc grimper à la montagne, en gros entre le 10 Ça et peut le être 20, sympa. c'est ça quelque chose d'extraordinaire, Ouais. parce que c'est sans risque, ça vous fait dépenser physiquement et ça vous fait regarder la beauté du monde. Pour nous qui sommes Et se croyants, ressourcer voilà, pour nous pour qui la sommes rentrée. croyants, disons subhanallah, regardez tout ce qui a été fait et c'est pas un bonhomme qui a construit la montagne. Et pourquoi les avocats vont souvent là-bas? C'est parce que le réseau est pas très bon et du coup on est obligé de déconnecter Ah du d'accord, portable, moi et j'ai plein déconnecter d'avocats. des mails. J'ai plein de copains avocats, mais je savais pas pourquoi ils partaient. Ah bah Mais c'est j'ai plein de copains avocats. aller dans un endroit où il y a pas de réseau, c'est juste essentiel, je crois, pour nous, parce que réussir à déconnecter, c'est dur. Hein. Bon, C'est en dur. tout cas, quoi qu'il en soit, bonnes vacances à tous et on est de retour nous le 27 août. Restez bien fidèles en tout cas à France Maghreb 2 et l'Aïd qui sera donc le 22 août, Inch'Allah. Et vous aurez notre ami Nabil pour le bon 22. Hajj à tous ceux qui partent. Hein. Et Nabil qui viendra spécialement pour cette journée pour vous accompagner. Avant il est pas là, après il est pas là. Bon, merci à tous. 18h05, on rend l'antenne. Bon, finalement, on ne dérange pas la règle. On rend l'antenne super en retard, comme d'habitude. On va tâcher de prendre de nouvelles résolutions pour la rentrée. Juste, pas sûr qu'on s'y tienne. est-ce que votre source personnelle vous a donné le résultat de l'audience? Non, toujours pas. Il y a toujours pas. Hein. C'était 17h, ça a dû être, à mon avis, Mais ça peut encore retardé. Ça, 17h, on est dans les délais là encore, Besma. Ah oui, bah il y a une comparution immédiate, ça peut se terminer très très tard. Hein. D'accord, donc C'est, après, 20h, On va pas rater le journal de 20h. Après voilà, ce qu'on se disait, c'est que c'est général. Ouais, s'ils veulent passer avant le journal de 20h, les juges ça ils devrait vont pas trop passer avant tarder. 20h. Ah oui, d'accord. Avant de partir en vacances, il va se faire une bonne petite affaire, le juge de Créteil. Merci à tous, bonne soirée, bonnes vacances, bon week-end et à très vite sur France Maghreb 2. L'heure du rappel de l'actualité. Sur France Maghreb 2, c'est avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir à tous. La9 coupée probablement jusqu'à la fin d'après-midi dans les deux sens, entre Perpignan et le Boulou à cause d'un accident. Et Bison Futé avait classé la journée en orange, voire rouge, mais prévoit du noir pour demain sur les routes pour ce week-end de chassé-croisé. Et sur les rails, plus aucun souci d'alimentation électrique à la gare Montparnasse, mais attention tout de même car la SNCF craint des risques de déformation de voies et d'arrachement de caténaires à cause des fortes chaleurs. Les conducteurs des trains pourraient ralentir. Désormais, 67 départements sont en vigilance orange canicule. Météo France a placé tout à l'heure la Charente-Maritime en vigilance orange. Dernier conseil des ministres ce matin avant 2 semaines de vacances pour le gouvernement. Emmanuel Macron demande à ses ministres de se reposer pour, je cite, repartir encore plus fort à la rentrée. Le président de la République s'est envolé, lui, pour le fort de Brégançon dans le Var, la résidence d'été des chefs de l'État. Il reçoit ce soir la première ministre britannique Theresa May pour parler du Brexit. Bouba et Caris, ainsi que 9 de leurs proches jugés en comparution immédiate au tribunal de Créteil cet après-midi. Ils ont passé 2 nuits en garde à vue et doivent répondre de violences aggravées. Mercredi après-midi, les clans des 2 rappeurs s'étaient violemment affrontés à Orly, Aéroport de Paris et Air France ont d'ailleurs porté plainte. Victime d'une tentative de vol par effraction à son domicile, un habitant des Yvelines a été arrêté hier pour détention de cannabis, alors qu'il avait appelé à la police pour constater un cambriolage. Sport, en Formule 1, Renault annonce l'arrivée de l'Australien Daniel Ricciardo. Il était jusqu'à présent chez Red Bull. 5e au championnat du monde des pilotes, il a remporté 2 grands prix cette année, le Grand Prix de Chine et celui de Monaco. Et puis levez les yeux, la nuit sera belle, nuit des étoiles ce soir et demain, Vénus et Mars seront particulièrement visibles. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.